on est vraiment des opportunistes en fait. T'as fait un truc où tu te dis, bon, peut-être que sur le long terme c'est pas ouf, mais en fait, vu que c'est parti, vu que ça te rapporte des sous, toucher l'existence c'est un peu relou parfois. Tu dois toujours faire des choix, tu dois toujours prendre des risques de toute façon si tu veux progresser, sinon tu stagnes et tu crèves quoi. Modifier un thème ou tu penses juste améliorer ton site qui soit plus beau, etc. Et au final, tu plantes. Et c'est triste parce que t'as des gens qui font des sites avec 10 000 visiteurs par mois, mais ils gagnent 50 € avec. Moi, j'ai des sites qui font 2000 visiteurs par mois peut-être et qui me rapportent 2000 balles. Ça fait 15 ans que je fais de la file, ces difficultés que vous donnez, je les ai pas. C'est quoi l'approche en fait vis-à-vis des wizards? Est-ce que vous avez des trois la même strat en fait, la même logique, le même besoin? Non. Je vois tout le monde se sucer sur Twitter en mode ah c'est génial, vous êtes tous trop forts les garçons. Enfin, J'ai tendance à beaucoup cracher sur le salariat parce que je trouve ça pas ouf quoi globalement. Dans le gaming, je vois pas quand t'es tryharder, que tu farmes, je vois pas comment tu ne comprends pas le monde économique, entrepreneuriat. Ils sont communistes les joueurs de jeux vidéo. franchement, Ouais. une bonne partie sont communistes. Hein. Salut les gars, bienvenue sur Web de Fou, bienvenue chez moi. Vous êtes les Wizards, j'ai pas mal entendu parler de vous, notamment dans le milieu du SEO. Donc je sais pas si les gens chez moi vous connaissent, mais n'hésitez pas à vous présenter. Donc je vais laisser la parole, vous êtes trois. Je sais pas c'est qui va répondre, on y va à l'instant. Salut les Wizards. Salut. Hello. Salut. Vas-y Franck. Ah, Fais j'allais la dire présentation. vas-y Arthur. Ok, du coup nous on est les Wizards, on a un podcast qui est orienté, qui est très SEO, éditeur de site, parce que c'est de là où on vient, mais on parle de plein d'autres trucs, on parle pas mal de marketing en général, media buy parce qu'Anto en fait pas mal, voilà, on parle, c'est très large, mais en général on parle de faire de l'argent sur Internet. Nous ça fait 10 ans qu'on fait de l'argent sur Internet. Majoritairement en édition de site, comme je le disais, mais aussi un petit peu avec du media buy. Enfin, on a fait plein de choses en 10 ans. Donc voilà, on a diverses compétences. Et depuis, je crois, fin 2022, on a donc le Wizard Podcast. Je crois qu'on a plus de 65 épisodes maintenant, largement. On est sur toutes les plateformes et on est sur YouTube pour ceux qui aiment bien voir les gens. Voilà. Ok, super. Pour Alors la vous présentation. êtes trois, donc SEO principalement, vous êtes trois, et comment ça se fait que vous êtes retrouvés tous les trois? C'est quoi l'histoire? Arthur, tu veux y aller pour cette étape-là? Ou Anto, si tu veux. Vas-y On va être Anto. bourbé, moi. Vas-y. Bon, en gros, on se connaît tous les trois depuis plus de 10 ans maintenant. On s'est rencontrés tous sur des forums, en fait, avec Anto sur un premier forum qui n'existe plus aujourd'hui. C'était quoi? Et avec Franck, alors honnêtement, le premier forum, on te dira même pas le nom parce que c'est un forum sombre, comme dirait Anto. Donc en fait, on pourrait presque se mettre dans la merde à te dire de ce que c'était. Mais en gros, c'était un forum de hacking. C'était pas sur le dark web, mais bon, c'est voilà. Et ensuite, Quelle année? on a créé, on s'est déplacé. Ça, c'était en 2013 ou 2012, je crois, 2013, je pense. Ouais, c'est avant même, peut-être 2011, 2012, ouais. Ouais. Dans ces deux-là. Entre 2012 et 2013, ouais, ou un truc dans le genre. Et ensuite, Ok. on a créé un forum à l'extérieur qui, celui-ci, s'appelait Impactiem, où là, pour le coup, c'était beaucoup plus mainstream et axé sur la monétisation web au sens large. Très rapidement, la communauté SEO, notamment avec Script SEO, qui est le forum de référence en francophonie sur la partie SEO, sont commencés à arriver, il y a commencé à avoir des échanges, donc ce qui fait qu'on s'est tout de suite beaucoup intéressé au SEO, qui se mariait très bien avec la monétisation, et on va dire que ça a commencé comme ça, et donc c'est à ce moment-là qu'on a rencontré Franck. On a fait pas mal de choses ensemble. À la base, on était censés s'associer tous les trois, plus deux associés, donc Romain et Jordan, avec qui on s'est, nous, associé Franck, sur Malte pour une boîte d'affiliation pure et dure, où notre job, c'était à longueur de journée identifier une opportunité, sauter sur l'opportunité, créer un site sur l'opportunité, monétiser l'opportunité, et on répète en boucle. Et on a fait ça pendant 4 ans. Donc ça, c'était top. Et Anto, à l'époque, était particulièrement jeune. Je crois que tu avais tout juste 18 ans. Donc Ouais, à la base, 19, c'est ça. il était censé embarquer dans l'aventure, mais ça s'est pas fait essentiellement pour ça, parce que du coup, on s'est expatrié au passage, etc. Et puis, on a gardé contact, on est resté potes, et quand on est revenu, parce qu'on est revenu en France avec Franck et Romain, donc un autre associé,
Là, on a eu l'idée de faire ce podcast, donc, et on s'est dit, vas-y. Et en fait, avec Franck, avant, on avait un autre podcast sur le Web3, sur le blockchain gaming, donc le fait d'allier blockchain et jeux vidéo, ce qui sont deux choses qui nous intéressent beaucoup depuis un moment. Et du coup, on a eu cette expérience de podcast. Ça, pour le coup, c'était on a commencé il y a 2-3 ans. Ouais. Et on s'est dit, putain, c'est chouette. Et on voulait du coup reproduire un peu l'expérience, mais sur un autre secteur qu'on connaissait bien. Un secteur qui, on va pas se le cacher, est aussi un peu moins niché. Le secteur du make money, je te le disais, la particularité de ce qu'on fait, c'est qu'on est vraiment des opportunistes, en fait, je pense. C'est ce qui nous définit bien, c'est détecter une opportunité. Tu as le syndrome de l'objet brillant poussé à son paroxysme, on saute sur chaque truc qui brille et puis on essaie d'en faire quelque chose de rentable, quoi, le plus vite possible, et au travers nos skills d'éditeur de site et de SEO et de tout ce qu'on a pu apprendre sur le web. Ce qui est un skill un peu particulier parce que très à contre-courant avec ce qui fait beaucoup de business aujourd'hui, beaucoup d'entrepreneurs sur le web, justement, sont dans ce truc inverse. Et moi, j'essaie aujourd'hui de prendre le contre-pied de ça, par exemple, tu vois, et de me dire, là, l'objectif maintenant, c'est de focus, c'est d'arrêter de partir dans tous les sens. Mais quand ça fait 10 ans que ton job, c'est de partir dans tous les sens de manière optimale, franchement, c'est parfois un peu compliqué de se détacher de cette manière de fonctionner. Voilà pour le petit résumé de qui on est, quoi. J'ai beaucoup de choses sur lesquelles... Alors, vous êtes aujourd'hui, vous êtes associés du coup tous les trois sur les Wizards. Du coup, c'est quelque chose que vous avez construit tous les trois, mais également sur vos autres activités. Donc, j'entends Media Buy, SEO, affiliation, grosso modo. Vous êtes tous les trois, vous avez des business individuels, vous êtes ensemble sur des parties. Comment le décririez-vous aujourd'hui? Oula, j'en ai chier de dire cette phrase. Comment vous le décriveriez-vous aujourd'hui? J'arrive pas à dire la phrase. On a compris. Bah non, du coup, on n'est pas associés sur d'autres projets, ce qui veut pas dire que à l'avenir, mais tu vois, on a un peu chacun nos petits trucs. On a aussi chacun des associés à côté sur d'autres projets. Et là, à part les Wizards, je crois pas qu'on ait de trucs ensemble. Il me semble pas. C'est déjà pas mal en vrai. Mais c'est déjà un gros, c'est déjà un ça gros nous truc. prend déjà pas mal de temps. Ok, donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous faites tous les trois du SEO de manière individuelle. On va dire, je sais pas comment le dire, en solopreneur, pour la faire simple. Vous avez des boîtes à côté. Quand j'entends des boîtes, j'entends pas, j'entends que vous avez des équipes, etc. à côté sur par exemple sur de l'affiliation, sur de l'édition de sites, etc. Je crois qu'Anthony, parce que je connais un peu rapide de l'histoire d'Anthony, mais je crois qu'à un moment donné il avait des rédacteurs, etc. Donc vous avez une partie individuelle dans laquelle vous employez des gens à côté, où vous remettez tout au centre en mode pieuvre, socle solide ensemble tous les trois, et les pattes de la pieuvre, on a peut-être des petits trucs perso, etc. Donc, comment vous arpentez en fait le business individuel et collectif? C'est une bonne question. Je peux y aller si vous voulez. Aujourd'hui, individuellement, on a tous nos bises en parallèle, tu vois, donc tous, comme vient de le dire Franck, avec nos associés respectifs, et en effet avec nos équipes respectives, tu vois. Donc moi, par exemple, j'ai des gens qui bossent pour mes projets d'édition de site, tu vois, en parallèle, donc des freelances, des rédacteurs offshore, ou des rédacteurs en France aussi, et des associés sur ces projets-là. J'ai un SaaS, par exemple, aujourd'hui, qui, pareil, avec un associé, où on fait de la détection d'IA dans le contenu uniquement francophone, donc un SaaS spécialisé sur ça, sur la partie francophone. Et puis aujourd'hui, personnellement, le gros de mon biz, c'est tout ce qui est infoproduit sur l'intelligence artificielle, donc micro-produits, tu sais, ou sur... encore une fois, j'essaye un petit peu de bénéficier des skills, justement, d'objets brillants et d'identifier l'opportunité et de pouvoir très rapidement identifier une opportunité, faire un case study que je documente sur ma chaîne YouTube, par exemple, et potentiellement derrière vendre un petit infoproduit lié à cette opportunité pour aider les gens à répliquer le truc si jamais ça les branche, quoi. Donc ça, aujourd'hui, c'est le gros de mon biz. Et sans oublier qu'on a, du coup, donc là, c'est pour mon cas à moi, et je pense que Anto et Franck te diront à peu près ce qu'ils font dans les grandes lignes de leur côté. Mais on a aussi, depuis quelques mois maintenant, un infoproduit
pour les Wizards, donc là, qui est un gros projet qu'on a mis longtemps à mettre sur pied, parce que ça nous a pris, toi, tu es en plein dedans avec le Gotham Club aussi, donc tu as eu l'occasion de te confronter à ça, je pense, Cyril. Mais tu vois, quand tu veux faire quelque chose de big et de quali sur un sujet, je crois qu'on a mis plus de 6 mois à record de la formation, tu vois, avec un truc qui est monstrueux, mais qui est ultra 360. Donc là, l'objectif, c'est justement de transmettre à peu près tout ce qu'on sait aujourd'hui et de le transmettre au mieux sur tous les sujets. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, le SEO, il y a une époque où c'était comment optimiser pour l'algorithme de Google. Aujourd'hui, c'est ça, plus tout ce qu'il y a autour. Et tu peux plus vraiment te passer de ce qu'il y a autour. Donc, ce qu'on appelle les EAT, ce qu'on appelle, tu vois, notamment avoir une chaîne YouTube potentiellement, avoir un podcast potentiellement, faire du Twitter, et en fait, avoir du trafic qui ne vient pas que des algorithmes, de l'algorithme de Google et de la Google Search, quoi. C'est quoi EAT? Expertise, alors Franck, vas-y, ou expertise, expérience, autorité et trust. En gros, c'est les éléments qui tournent autour du SEO. Les plus gros points EAT, c'est tout simplement le fait d'avoir du lien, hein, bien évidemment, mais tu as aussi présence réseaux sociaux, recherche du nom de ta marque, enfin voilà, ce genre de trucs, YouTube. Et il distingue, par exemple, est-ce qu'on parle de référeur ou de backlink en disant ça vient de Facebook, ou est-ce qu'il faut, par exemple, est-ce que tu as une meilleure note ou une meilleure appréciation si ça vient de ta page Facebook qui a un lien en maillage sur ton site, tu vois? Est-ce qu'aujourd'hui, je sais pas si c'est une question random, hein, je vous en parler. Est-ce que vous avez une note là-dessus ou un truc? Bah, oui, il arrive à savoir si ça vient de Facebook, etc. C'est plus important, c'est sûr, parce que maintenant on sait que le trafic c'est le nouveau backlink. Après, il sait pas que le lien c'est celui de Web de Fou, quoi. Il n'est pas capable de savoir vraiment. Ok. Le moment que ça vient d'une donc c'est surtout trust, autorité, etc. Ouais, ok. Ouais, non, je comprends mais bien par contre, l'idée. le fait d'avoir du trafic sur ta page, actuellement, en fait, le SEO change tellement que des trucs qu'on te dit aujourd'hui, peut-être que ça sera plus le cas dans un an, et c'était peut-être pas le cas il y a un an. Mais si tu as du traf qui vient même de TikTok, de trucs comme ça peut te mettre des sacrés boosts. Et il y en a beaucoup de gens ne sont pas forcément conscients. Et tu peux même blanchir du trafic. Ça, c'est une notion assez intéressante. Mais par exemple, tu peux faire croire à Google qu'une partie de ton trafic entrant vient d'une source, tu vois, un réseau social, typiquement Twitter. Et Facebook, ça marcherait aussi, par exemple. Et Facebook, ouais, tu peux même le faire avec Google, je crois. Enfin, avec Gmail, faire croire que ton trafic vient d'une newsletter, entre guillemets, par exemple. Et ça peut avoir de l'intérêt, tu vois, pour justement diversifier tes entrées de trafic et rendre les choses naturelles. Ce qui est un truc qu'on prône beaucoup dans le Wizards Podcast, par exemple, c'est le fait que aujourd'hui, alors pour différentes raisons, un site, au bout de 3-4 ans, généralement, commence à s'essouffler. Donc, tu as toute la période croissante, tu vois, la première année qui prend du temps. Tu as une période où ça continue de grimper. Et généralement, les chiffres sont intéressants après 1 an, 2 ans, 3 ans. Et au bout de 3-4 ans, généralement, on voit le site. Alors, il y en a beaucoup qui disent que c'est aussi parce que c'est généralement la période à laquelle le propriétaire ou le responsable du site se met à se désintéresser un petit peu de son business, se désintéresser un peu de son site, et que forcément, c'est corrélé et que du coup, le site se met à piquer un peu du nez. Mais il y a aussi le fait que c'est un espèce de cycle algorithmique où Google, potentiellement tous les 3-4 ans, va commencer à se demander, ce site-là, le site de Cyril, de Web de Fou, comment ça se fait qu'il y ait 100% du trafic de son site qui provienne uniquement de Google? C'est une anomalie. Donc, il va commencer à te taper sur les doigts parce que c'est pas normal que ton site fasse uniquement du trafic via leur algorithme et que tu n'aies pas un écosystème. Enfin, tu vois, tout ça, c'est théorique, bien entendu. Et c'est un peu plus complexe que ça, mais dans l'idée, tu vois, c'est un peu ça. Moi, j'ai le même truc sur l'email, hein. Pour les anti-spam, les machins, on a tous des logiques, on va dire. On isole, moi j'appelle ça quadrille aléatoire. On isole ce qu'on pense être le plus logique. En fait, ce que tu expliques, c'est du bon sens. Tu dois avoir différentes sources de trafic. Plus ces sources de trafic ont du trust, mieux c'est. Truquer les référents, moi je faisais à une époque, il y avait des investisseurs qui levaient des fonds dans des grosses sociétés. Ils faisaient appel à nous en tant qu'agence. Du coup, on simulait du trafic à l'époque avec PhantomJS et on truquait les référeurs. Donc, je vois bien. Voilà, un peu, voilà. Mais attends. On envoyait quand même beaucoup de trafic via l'email parce qu'évidemment, il fallait que le client soit content. Mais ça nous permettait de récupérer des marges de budget plutôt que de tout dépenser en ads ou un truc comme ça. Et le mec était content. Voilà. Bon. Mais donc oui, truquer les référeurs a toujours
même en tant qu'agence ou en tant que SEO, voilà. Après, c'est toujours un peu plus délicat. Moi, j'ai toujours un peu l'anxiété quand tu travailles pendant 1 ou 2 ans sur un site de commencer à truquer. Enfin, tu le fais dès le départ, tu me diras, mais tu sais, à un moment donné, changer ton truc et tout, moi, ça me mettrait une forme d'anxiété parce que tu sais pas finalement à quel moment tu dois. Enfin, tu sais, si ça va pas réduire à néant ton travail, quoi. Je sais pas, vous avez un avis là-dessus? C'est tout le problème maintenant, en vrai. Parfois, il y a des trucs, ça marche, vaut mieux pas toucher et laisser le truc marcher, quoi. Ouais, Même si ça ouais, peut ouais. être un peu border, quoi. Ouais. Même si t'as fait un truc où tu te dis, bon, peut-être que sur le long terme, c'est pas ouf, mais en fait, vu que c'est parti, vu que ça te rapporte des sous, toucher l'existence, c'est un peu relou parfois. Moi, j'avais Tu deux penses techniques pour améliorer, booster le mais. SEO. Anthony, je t'entends de très loin, de très très. Ah, excuse-moi, je te remets. Non, non, je disais juste, t'as même, par exemple, modifié un thème ou tu penses juste améliorer ton site qui soit plus beau, etc. Et au final, tu le plantes, mais c'est ouf. Ouais. Ouais, ça, ouais, en fait, dès que tu touches un truc, t'as toujours un peu Ouais. le stress, quoi. Euh, ouais, 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 c'est sûr que c'est compliqué. Tu dois toujours faire des choix, tu dois toujours prendre des risques de toute façon si tu veux progresser. Sinon, tu stagnes et tu crèves, quoi. Moi, j'avais une technique pour booster des sites. Et je mettais une page bridge chez Forbes. On payait un truc chez Forbes, assez classique. À l'époque, on passait par Vianney, je sais pas, je vous rappelez qui c'est, je pense Media Stellar, un truc comme ça. On passait par lui, je sais pas si vous connaissez. Et on mettait des articles chez Forbes en anglais et j'allais sur les régies de porn pour acheter du trafic pas cher, pour faire du pop under, par exemple, ou autre, sur ce site-là. Donc je payais du trafic pour Forbes, c'est complètement con sur le principe. Mais avec le volume de trafic, bah, les mecs qui cliquaient, j'avais le trust sur le site depuis Forbes. Et je faisais la même chose. Donc je dis Media Buy Porn, pourquoi? Parce que c'était bien évidemment du trafic pas cher. Après, tu pouvais le faire aussi sur Facebook. On le faisait selon la qualité de trafic qu'on voulait, pour la faire simple, selon les objectifs qu'on se fixait. Et est-ce que ça, vous avez déjà essayé ce genre de choses? Est-ce que vous avez un retour sur ça? Est-ce que Bah, c'est exact, c'est la méta du moment. La méta du moment, c'est exactement ce que tu viens d'expliquer, en fait. ah ouais, C'est un des ouais, trucs qui Comme quoi, marche le ça mieux fait. actuellement. C'était il y a 10 ans, ça remarche. Tout le monde fait ouais, ça c'est ce que j'allais actuellement. dire. C'est vieux ça. Ah, Voilà. Ouais, c'est ah, ouf. Ah ouais. oups. Non, non, mais je savais même pas. Non, mais moi, je fais plus ça, donc j'avoue que voilà. Pareil sur les requêtes Google. T'en avais qui achetaient des requêtes Google pour que ça ping la requête et que tu références ton site. Je me rappelle, t'en avais un qui le faisait et moi, je les suivais à la trace, des mecs. Je dirais pas qui c'est, mais ils faisaient ça sur les cours de guitare. Il achetait des mots-clés avec le Q égal dans les requêtes Google et balançait du trafic sur les régies porn. Et du coup, je sais pas comment il se démerdait, mais il faisait ranker en fait son site de plus en plus parce que les mecs cliquaient, quoi. Et je crois qu'il foutait un highlight en div sur une iframe. Bon, je vais peut-être aller technique pour ceux qui nous écouteront, mais je crois qu'il foutait une highlight sur son site pour que les gens aient cliqué au bon endroit, tu vois, sur le truc qui apparaissait, quoi. Et c'était pas Ah, c'est con, hein. smart ça, hein. Mais Ah, c'est franchement, ultra ouais, smart. c'était bien pensé ça. Ah, ça, c'était Ultra très smart. très smart, ouais. Parce qu'au final, même s'il était cinquième, mais que le highlight était fait sur un lien, naturellement, le cerveau des gens allait cliquer sur celui qui était highlight et pas ceux qui étaient grisés, quoi. Et tu peux aller loin, tu peux rajouter un petit emoji, tu sais, parce qu'en fait, quand tu as le Ouais, highlight bien et que tu mets un sûr. Une calque petite par-dessus, tu flèche. peux. Ouais, Ouais. exactement, tu peux faire plein de trucs. Voilà. Mais en fait, Voilà. Et ça, depuis que Google depuis que Google Chrome est vraiment de plus en plus présent, Google se sert évidemment de Google Chrome pour analyser le comportement utilisateur. Et c'est exactement pour cette raison que typiquement, tu vois, le comportement d'un utilisateur sur ton site et le fait que l'utilisateur arrive sur ton site et qu'il n'y ait pas un taux de rebond énorme, tu vois, toutes ces données-là, c'est des données qui sont de plus en plus importantes. Et donc, ça explique en grande partie pourquoi c'est efficace, tous ces trucs-là. alors, tu viens de dire ça parce que tout à l'heure, je crois que c'est Franck qui parlait de TikTok juste avant, par rapport à la polarisation des contenus courts avec les contenus longs. Par exemple, je dis n'importe quoi, c'est juste pour donner une idée, hein. Tu fais 1 million de vues sur un short, tes vidéos longues, elles vont faire 1000 vues de plus. Ok. Maintenant, tu reproduis ça sur trafic TikTok et tu l'envoies vers ton site. Forcément, tu as un méga taux de rebond. Non, j'ai aucune expérience là-dessus, c'est une question plus ou moins affirmative dans le sens où je suppose que c'est ça. Tu as forcément un gros taux de rebond avec TikTok. Parce que les mecs, ils sont En fait, pas. le taux de rebond est problématique quand il vient du moteur de recherche, parce que ça fait ce qui s'appelle du pogo sticking. Donc en gros, les gens viennent sur ton site et font la flèche arrière, et en fait, c'est un mauvais signal en très bref. Backbutton. Mais quand c'est du trafic direct, on va dire, qui vient de TikTok, que les gens sont venus, ont cliqué dans ta bio, on regarde ton lien, mais même s'il reste pas vraiment, en fait, c'est pas vraiment problématique. La réalité, c'est que le fait d'avoir eu le trafic
est un point très positif, quoi. Ah d'accord. Ouais, donc ouais, il considère pas le taux de rebond de la même façon. Non. Enfin, en tout cas, moi, j'affirme ça. J'en suis pas sûr à 100% de ce que j'avance, Oui. mais en tout cas, des tests qu'on a pu faire, ça a pas d'impact. Ah Par contre, la d'accord. même Ok. chose qui viendrait d'un moteur de recherche, tu vois, à chaque fois, tu rankes par exemple premier sur une requête et tu as un deuxième qui te talonne et les gens viennent sur ton site, mais le site est un peu dégueu et tout, ils back button, ils vont sur le deuxième et là, je sais pas, ils achètent via le deuxième. Bah, une fois, deux fois, trois fois, c'est OK, tu vois. Mais au bout Hmm. d'un moment, Google va, en fait, à cause de Chrome, hein, à cause de Chrome sur téléphone ou sur PC, il va bien voir la différence qu'il y a entre le site numéro 2 et le premier. Et en fait, un jour ou l'autre, le deuxième va passer au-dessus, juste grâce à ce genre de signal. D'accord. Ok, intéressant. Et vous avez testé via le trafic email avec les référeurs qui sont pas forcément d'ailleurs les boîtes mail, mais qui peuvent être les référeurs des liens cliquables. Tu prends par exemple sur ActiveCampaign, tu as ton nom cliquable de ActiveCampaign, tu sais, dans l'exemple qui parle à tout le monde. Tu as le lien tracking pour traquer ton clic qui est pris comme référeur et pas ta boîte de messagerie. Ça, vous avez un retour là-dessus en termes de SEO? Ouais, pour le coup, moi, j'ai un retour là-dessus parce que j'ai une petite newsletter. Tu vois, et même sur une petite newsletter, le signal n'est que positif. En fait, c'est vraiment un bon signal. Et là où c'est intéressant pour les gens que ça pourra intéresser aussi, il y a un truc aujourd'hui qui est à part du SEO, mais finalement, il y a beaucoup de SEO qui s'y intéressent de plus en plus. C'est ce qu'on appelle le Google Discover. Donc, c'est un nouvel, nouveau, je sais pas à quel point c'est nouveau, mais en tout cas, c'est un bon moyen aujourd'hui d'avoir des quantités de trafic astronomiques sur des sujets trendy, des trucs. Donc, c'est avec toute une méta particulière, avec des titres bien putaclic, des images ou de bonne qualité, d'un certain format. Enfin, tu vois, il y a tout un truc à suivre. Encore une fois, on est un peu en dehors des problématiques SEO, mais typiquement, l'email pour trigger du Discover, c'est excellent. Tu vois, avoir des vrais clics qui proviennent d'une base email. Et ça peut, si ton article derrière est optimisé Discover, ça peut vraiment te faire skyrocket. Et nous, on a fait pas mal de tests, notamment avec Johanny, un pote, sur un de mes sites qui, on savait, avait le potentiel de faire du Discover. Et tu vois, juste de cette manière-là, tu vois la courbe, ça fait un énorme truc Ouais. parce qu'en fait, il suffit de pas grand-chose. Donc, l'email, c'est clairement un très bon levier pour ce genre de truc. Et sur un En trafic fait, comme ça, tout comme dit. trafic, Vas-y. Vas-y. j'allais juste dire, tout trafic est bon à prendre en fait, qu'importe d'où il vient. Même à mon avis, on n'a jamais fait le test, mais même du trafic SMS, je pense que ça peut marcher, Oui, bien par sûr. exemple. Mais je pense qu'en l'occurrence, du trafic typiquement email, tu vois, par rapport à ce que tu demandes, Cyril, est dans 90% des cas de meilleure qualité que du trafic que tu vas acheter sur une plateforme Ouais, ouais, Ouais. clairement. pop de Le truc, porn, par exemple. c'est tout Oui, oui. le meilleur trafic, c'est celui que Google peut qu'émettre, genre YouTube, Gmail, enfin tout ce qui peut traquer lui en fait, pas les trucs externes. Ouais, Ouais. bien sûr. Et quid de la courbe skyrocket, comme tu dis, de Discover, qui après retombe, vu que c'est trendy? Mm. Mm. C'est quand même un bon. Alors tu vas me dire, oui, c'est un bon signal parce que ça monte, mais je veux dire, justement, c'est pas, Mm. ça peut pas poser problème. À part si aujourd'hui ils poussent Discover, je sais pas trop les dispositions qui sont prises chez Google, mais. Non, au contraire, pour moi, c'est que du positif. En fait, plus il y a de monde qui passe sur ton site, surtout dans la mesure où c'est des vrais humains. Donc là, en l'occurrence, Discover, c'est exactement le cas. Parce que derrière, tout ce qui est compliqué, c'est de faire croire à Google quand c'est pas des vrais humains, quand c'est des bots, quand c'est machin. Il y a de plus en plus, on le voit de plus en plus, tout ce qui est manipulation de CTR, etc. C'est pas toujours évident à bien faire, ça, tu vois. Et là, en l'occurrence, sur du Discover, c'est des vrais humains. Donc, tu as forcément un truc, si ton site, encore une fois, est un site bien construit, performant, etc., qui va renvoyer un bon signal global et qui peut, généralement, on le voit d'ailleurs sur ce type de courbe, donc sur une grosse arrivée de trafic sur un site, tu vois tous les mots-clés du site qui montent comme ça progressivement, tu vois. Et qui derrière peuvent potentiellement, enfin qui généralement retombent quand le trafic retombe, mais c'est quand même intéressant de voir cette traction quoi avec l'arrivée de trafic. Ouais, tu as une poussée vers le haut qui donne de toute façon de la data Mm. et qui te permet de bien travailler derrière. Ça peut même faire révéler de nouveaux mots-clés ou à l'inverse, peut pousser Anto les est le mots-clés. spécialiste pour ça, très exactement. Ouais. Ah. Anto, toi, Anto détecte la majorité des opportunités à travers ces. Bah, je te laisse expliquer, Anto, mais Ouais, c'est moi je fais exactement beaucoup ça. de spam indexing pour détecter des tonnes et des tonnes de mots-clés en fait. Et tu as énormément de pépites dans ce genre de mots-clés, hein.
dans ce genre de technique. Spam indexing, qu'on soit d'accord, je tente de faire la def, parce que je suis pas sûr de la définition. C'est tu maximises un nombre de pages, tu envoies 500 000 pages d'un produit ou d'un mot sur un mot-clé, sur un truc, et enfin plutôt d'un produit, on va dire, et après tu regardes le meilleur mot-clé, le top 3 des mots-clés, quoi. C'est ça? Ouais, là, L'ensemble du site. ouais, c'est ça, grosso modo, je génère 500 000 pages, bon, c'est énorme, mais on prend pour l'exemple, sur une thématique précise, je génère plein de mots-clés, des combinaisons différentes, et après, je mets juste la Search Console pour voir où le site il est sorti, et parfois, tu as des mots-clés que tu connaissais même pas qui vont faire 10, 15 000 impressions, et si ton spam c'est indexé et a pris des impressions, c'est que la requête est facile, donc après, tu peux aller la taper avec un vrai site, quoi. Et quid dans ce cas-là? Moi, tout de suite, je me dis, dans ce que tu dis là, je me dis, ok, vas-y, je fonce sur AdWords en même temps. J'achète le Ah ouais, mot-clé parce sur que AdWords. nous, on est trop habitués au SEO, donc c'est des réflexes que je fais pas, mais clairement, Bon, je tu le pense qu'il y a fais moyen en de faire la vrai, chose. tu le fais quand même. Ouais, mais moi, je me sers d'AdWords pour tester des niches avant d'y aller. Ouais, Je mets 5 euros sur un l'inverse. mot-clé et je vais voir s'il y a vraiment du trafic, s'il y a vraiment une chose à faire dessus. Ouais, moi tout de suite, je prends le mot-clé, je vais aller faire une page redirigée en correg ou un truc comme ça, tu vois, dans cette logique-là en ads, ou Hmm. alors prendre un client, je sais pas, je fais un truc simple sur de la menuiserie, tu vois, et un mot-clé qui sort. Moi, je me rappelle, j'avais, genre, je vais dire n'importe quoi, mais c'est un truc du genre porte de garage 200 par 140, sans c'était les portes, ça, je me rappelle plus, tu vois, en aluminium. Aluminium, tu vois, genre la dimension spécifique avec la typologie, machin. Ça, c'était des mots-clés qui est très, ouais, aujourd'hui, je pourrais dire niché, mais on va dire qu'il est plutôt vraiment une requête. Genre, le mec qui tape ça, c'est il recherche ça, quoi. Forcément. Et du coup, tu peux proposer derrière le lead à des menuisiers, quoi, par exemple. Et si tu as ce mot-clé qui ressort, intéressant. Et c'est vrai que si tu fais du spam indexing, est-ce qu'aujourd'hui, enfin moi ce que dans ma tête, c'est comment est-ce que je peux monétiser un max, pas forcément avec du trafic, mais avec la rentabilité du clic. Exemple, au lieu d'avoir 10 000 personnes qui passent devant mon magasin, parce que je suis sur la place centrale, je suis dans la petite rue derrière que personne ne me voit. Par contre, si j'ai 10 mecs qui passent, j'ai 5 acheteurs. Moi, tu vois, j'ai cette logique-là. Hmm. Et ce qui m'empêche, et c'est pour ça que je suis pas bon en SEO, c'est parce que il y a trop de trafic et moi, ça me fait mal de mal le monétiser quelque part. Tu sais, genre, tu sais, AdSense, etc. Et j'ai vraiment envie, tu vois, de vendre le lead, etc. Et moi, c'est ce qui m'a empêché. Et je dis pas que c'est bien, au contraire, hein. C'est moi, ça m'a empêché d'aller pousser le SEO dans des retranchements que j'aurais pu trouver intéressants. Parce que tout de suite, je me dis, attends, vas-y, je prends justement ce que je viens de te dire, hein, tu vois. Je prends le truc, je fais un lead, je vais faire une page rapide, une petite landing page templétisée et je le revends à un annonceur. Et du coup, tu vois, dit comme ça peut être une bonne idée, mais en vrai, regarde. Bah, après, tu fais pas de SEO, tu achètes ton trafic et du coup, bah ok, hein. Et aujourd'hui, je le fais plus. Tu vois. Donc, Ouais. non, ok, qu'est-ce que vous en pensez de cette approche? Enfin, justement, si on doit faire une comparative, c'est pas ads SEO, tu vois, au contraire, c'est complémentarité des deux au sein d'une stratégie. Alors, déjà, il y a un truc, tu viens de parler d'AdSense. Est-ce que vous avez déjà monétisé un de vos sites avec AdSense, les gars? Ouais, non, Non. jamais. Ouais, oui. Ah ouais? Voilà. Donc, en fait, on n'a jamais mis Ah ouais. AdSense sur nos sites parce que, et généralement, Je trouve ça trop dégueu. on rigole bien parce que c'est un peu le problème des SEO au sens large, c'est que AdSense, dans certains cas spécifiques, ça peut générer de l'oseille, hein. Bien sûr. Mais c'est que les mecs, justement, ont du mal aussi à monétiser leur trafic. Et que généralement, quand tu penses monétiser du trafic SEO, bah, je vais mettre de la pub, je mets AdSense et ça s'arrête là pour Ou de beaucoup de gens. l'affiliation Amazon. Ou de l'affiliation Genre, les Amazon. deux trucs les plus claqués, quoi. Ça paye tellement mal. Et c'est Ouais. triste parce que t'as des gens qui font des sites, même avec 10 000 visiteurs par mois, ce qui est pas ignoble, tu vois. Mais ils gagnent 50 euros avec. Enfin, 100 peut-être pour les meilleurs, parce qu'en fait, niveau monétisation, c'est horrible. Alors que moi, j'ai des sites qui font, je sais pas, 2000 visiteurs par mois, peut-être, et qui me rapportent 2000 balles. Tu vois, Après, c'est des problèmes de l'avantage qu'on a, c'est monétisation. que très souvent, on monte des sites sur des opportunités. On fait pas l'inverse, nous. Tu vois, par exemple, si je prends le cas de Cyril, il lance une formation, bah, on va aller tout de suite se positionner sur Cyril à vie, par exemple. Et on sait que nous, on va avoir 5 visiteurs qui vont faire 10 visiteurs qui vont faire 5 conversions. On fait pas des sites et après, on cherche une monétisation. Je pense Ouais. que c'est ça aussi qui nous avantage beaucoup. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui vous faites donc full affil. Donc de toute façon, si vous passez pas par AdSense, vous faites 100% de l'affil. Affil via des régies, Ouais. affil en direct avec des annonceurs. Les deux. Les deux. Les deux. Les Ouais. deux. Ok. Affiliation, enfin, il y a tellement de régies, même régie clean en France, tu vois, sur des affiliés, tu trouves des tonnes de trucs, toutes thématiques. Non, mais je sais que toi, tu trouves ça peut-être pas ouf parce que t'es conscient qu'il y a plein d'autres plateformes, mais déjà, les autres plateformes, un peu, il faut réussir à y rentrer, tu vois.
Il y en a où c'est dur si t'as pas déjà fait des chiffres et que tu peux arriver vers ton affiliate manager et lui dire bah voilà, moi j'ai déjà des sites qui tournent, je fais déjà tant et il t'accepte sur les plateformes. Mais t'as plein de régies où t'es pas accepté et dans ce cas-là, commencer à te faire la main sans passer par exemple en affiliation par des Amazon qui payent extrêmement mal où c'est claqué. Tu vois, des affiliés, tu peux assez facilement quand même trouver des trucs à 15% sur les paniers. C'est pas dégueu, Oui. franchement, pour commencer à monétiser quand t'es novice ou intermédiaire, ou en tout cas pas forcément encore au courant de toutes les plateformes qui existent. Et c'est pareil aussi, c'est au niveau des produits. Les différentes plateformes proposent des produits parfois un peu border qui payent beaucoup plus. Alors imaginons que tu as une éthique folle et que tu veux faire des trucs très clean, très carrés, bah, tu vas sur un affilié, tu vas pouvoir trouver pour ton site je sais pas, de produits bio, de trucs comme ça, bah, des affiliations pour des e-commerce de produits bio, pour des vêtements bio, pour des trucs comme ça, par exemple. Ok. Évidemment, j'aurais pas Non, de truc à vas-y, dire, mais... hein, Non, mais bah, vas-y, hein, si ouais, tu veux. non, mais disons que moi, Affiliate, ça fait des années que je travaille avec eux, je travaille plus trop avec eux parce que pour moi, les offres, elles sont. Disons que pour commencer, t'as raison. Après, pour aller faire vraiment du bif, C'est moi, du je trouve très ça toujours. mainstream, en fait. Ouais, C'est du voilà. très, Alors, très, très, très mainstream. ce qui me fait arriver à cette question, qui va être doublée, c'est donc dans ce cas-là, comment est-ce que vous choisissez vos produits et où vos plateformes d'affiliation? Anto, vas-y si tu veux, tu vois. T'aimes Bah bien moi, ce je me genre de sers truc. beaucoup des agrégateurs, Avplus, Offervault, Avbank. Et après, une fois que après, t'as toujours les networks que tu travailles tout le temps, Guru Media, Ouais. enfin, il y en a plein maintenant. Donc une fois que t'as trouvé tes networks, après, tu sais où trouver les offres. Mais au début, agrégateur d'offres. Agrégateur, Mais tu c'est vois, quoi l'idée? C'est d'avoir les dernières offres? Ouais. Ok. mais tu vois, un Guru Donc, Média, tu rentres pas comme ça du jour au ouais. lendemain. Ouais, En c'est fait, compliqué, Guru Media. c'est un peu le problème, ce genre de truc. Même des régies qui sont un peu plus ouvertes, je sais pas moi, genre AdCombo, qui est quand même pas mal sur les Black Hat World, tu les vois un peu partout. Bah, quand tu débarques et que t'as fait 0 thune et que tu t'es honnête avec eux, donc tu y vas pas en mitonnant, en mettant des fake screenshots et tout, bon, ils vont te dire désolé, on n'est pas en recherche de nouveaux affiliés, par exemple. C'est quand même très souvent le cas. Alors c'est ultra intéressant ce que vous dites parce que moi ça fait 15 ans que je fais de la file, ces difficultés que vous donnez, je les ai pas. Parce que tu arrives avec de l'email, tu dis voilà, est-ce que tu as du trafic, tu génères combien, tu sais, c'est les questions classiques quoi, quels sont tes revenus mensuels, machin, tout ça. Et moi j'ai pas ce problème. Moi je passe quasiment tous les filtres, hormis chez les grosses plateformes comme Awin, comment ça s'appelait, Affilinet, tout ça, c'est ça, Zanox, Ouais, Trade Doubleur, comment ça s'appelle maintenant? ouais, C'est c'est Awin. Trade Doubler maintenant. Ouais. Mais Euh, t'as les deux qui existent, hein. T'as Trade Doubler et Awin qui d'ailleurs ont du tracking claqué. Quand tu passes chez eux, oui, ton argent tu le ouais. reçois. Enfin, Ouais. compliqué quoi. Ouais, ouais, clairement. Et moi, une plateforme que j'aime bien, qui est assez. Voilà, ça reste Affiliation. Je connaissais l'ancien directeur commercial à l'époque qui s'appelait Vincent. On a fait rentrer pas mal d'offres chez eux également. Il y avait Daphné, je crois aussi, je crois. Ouais. Ça s'appelait Daphné. Et quand on rentre dans les plateformes d'affiliation, on a l'avantage en email par rapport au SEO. C'est qu'en SEO, tu es obligé de dire ah, j'ai du trafic, ah, c'est quoi tes sites, machin. Alors qu'en email, tu dis le nombre de bases de données que tu as, le nombre de clics, et en vrai, tu vois, et tu montes ta page, quoi. Mais tu vois, c'est un filtre qui permet de passer très très vite. Hein. Mais En email, les SEO dans l'affiliation, la réalité, c'est que bon, le trafic peut être très bon. Mais généralement, les plateformes vont, quoi qu'il arrive, préférer les médias buyers, préférer les gens qui font de l'email. Et aujourd'hui, je ouais. le comprends. Et la réalité, c'est que d'ailleurs, dans le cas dans le cas d'une grosse niche, tu vas sur le Nutra, tout ce qui est produits nutrition, régime, minceur, tout ce genre de trucs. Les SEO sont des mange-merdes, quoi. Tu vois, ils sont juste là Ouais. pour se positionner sur les offres qui sont massacrées par les médias buyers et ramasser les miettes comme ça sur des trucs, tu vois, parce que les médias buyers font de tels volumes que ça va générer de l'intérêt, ça va générer des questions, et qu'ils vont être là pour récupérer cet intérêt et Ouais. monétiser cet intérêt, et ils vont gagner beaucoup d'argent juste comme ça, mais du coup, on imagine ce que prennent les médias buyers de leur côté, ou les mecs qui font de l'email sur de très grosses bases. Donc, pour moi, c'est une évidence et c'est d'ailleurs pour cette raison-là, très spécifiquement, que je rejoins Franck aussi sur ce côté de difficulté, et plus on avance dans le temps, plus c'est difficile en tant que SEO d'avoir de la crédibilité auprès des plateformes. Et même pour Ouais. nous,
Tu vois, typiquement, je te donne, même nous qui avons beaucoup d'expérience sur le sujet de l'affiliation, du SEO, demain, on contacte une plateforme parce qu'on a identifié une nouvelle niche, une nouvelle idée, un nouveau truc. Souvent, on n'est pas crédible parce que quand tu arrives, tu n'as pas encore le site, fais bah oui, mais moi, il va me falloir 8 mois pour avoir mes premiers. Enfin, tu vois, ça peut être compliqué aussi de ce côté-là, quoi. Ouais, mais c'est vrai que nous, ce qu'on faisait avec mon associé SEO à l'époque, c'est que justement, on se servait des comptes que j'avais en email et on prenait les liens tracking et on les foutait, on se démerdait, quoi. Et justement, à l'inverse, là, on truquait le référeur. On disait que ça venait du domaine de l'email ou quoi que ce soit. Parce que truquer les référeurs pour les régies, sur le papier, ça a l'air inintéressant, mais en vérité, c'est ultra capital quand tu fais un truc comme ça. Tu vois. Et c'est vrai que ça nous permettait, en tout cas, ça permettait à mon associé sur le SEO d'avoir accès à des régies que la plupart n'avaient pas accès. Ou en tout cas, comme tu dis, les gros média buyers, etc. Machin. En tout cas, les petits affiliés, on va dire. Enfin, les petits. Ceux qui font que quelques M. Voilà. Et forcément, ça permettait d'avoir beaucoup plus d'impact, beaucoup plus de volume de trafic. Nous, ça permettait de négocier davantage, etc., etc. Et je pense, honnêtement, aujourd'hui, si tu dis que c'est une restriction que j'ai plus ou moins connue sur le SEO, mais pas tant que ça non plus, c'est qu'il y a un business à faire comme ça. Tu vois, moi, j'ai des comptes depuis 10-15 ans sur des régies. Tu vois, si tu peux revendre, il faut faire gaffe au trafic que tu as, tout ça, mais tu peux te permettre d'être intelligent ou de truquer. Je devrais pas dire ça, mais tu vois ce que je veux dire, en disant voilà, je fais plutôt ça, alors qu'en fait, tu fais plutôt ça, quoi. Et puis, tu peux truquer les référeurs et tout ce que tu veux. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, hein, c'est pas. Voilà. Mais c'est sûr que le trafic email a une capacité à tout de suite avoir de la perf, quoi. Qu'un SEO, ouais, attends, c'est quoi, comment, d'où ça sort, oui, mais ton site il est pas prêt, ou alors il a pas de trafic, il a machin. C'est l'enfer, quoi. C'est l'enfer. Ouais. Ce qui t'oblige du coup à lancer un site, donc à investir des sous dans l'espoir de pouvoir le monétiser. Et ça se trouve, vu que, comme on le disait, nous, c'est assez des opportunités qu'on voit, ça se trouve 6 mois après, l'opportunité, elle est déjà sur la pente descendante. Alors, c'est intéressant ce que vous dites, parce que moi, sur ça, j'ai deux théories en affiliation, et j'aimerais bien votre avis là-dessus. Et honnêtement, c'est un sujet de fond, alors il n'y a pas vraiment de réponse précise, mais... Donc ça veut dire que vous êtes... Donc j'entends les mots-clés, hein, opportuniste, offre 6 mois après, meurt, tout ça. Donc en gros, vous faites un coup, vous vous barrez, je la fais simple. Moi, en email, j'ai du trafic régulier sur des offres qui marchent depuis 4-5 ans. J'ai pas de problème, c'est des très bonnes offres. Alors évidemment, je te dis pas qu'en fonction de la saisonnalité, j'en ai qui sont moins bonnes, évidemment, machin, tout ça. Mais je me retrouve avec des offres 20-80 bien sûr, qui tournent, et j'ai pas de problème lié à la concurrence. Parce que en gros, de ce que je comprends et si j'ai entre les lignes, c'est que au bout de 6 mois, vous changez, non pas parce que c'est votre délire, hein, tout simplement parce que ça meurt, qu'il y a beaucoup trop de concurrence, ou que la hype est passée, que le produit, je sais pas, enfin peu importe, ça tombe. Du coup, est-ce que ça veut dire que vous n'avez quasiment aucun produit long-termiste, ou est-ce que ça veut dire que au contraire, vous capitalisez au fur et à mesure des années sur des petits produits comme ça, peut-être une offre sur 100 qui va rester? Ouais, même en allant taper des trucs plus gros. Vas-y, Anto, si tu veux, et parce que je pense en plus de ça, nous trois, on a des façons de bosser un peu différentes. Pour regarder les offres long terme. Ouais. Ouais, pour en gros faire un coup, mais en même temps, de temps en temps, tu chopes un produit. Regarde, on va donner un truc tout con. Ben, en fait, c'est très simple. À début d'été, tu as tous les keto quelque chose qui vont sortir, qui seront morts, mais pour autant, un matcha slim existe depuis des années dans la perte de poids. Donc en gros, il y a cet équilibre un petit peu entre les deux. Je dis matcha slim, mais ça peut être n'importe quel truc, thank you, qu'importe. C'est vrai que tu as des produits phares dans la thématique et tu as des coûts tu peux te positionner dessus assez facilement, quoi. Et vous, votre thune aujourd'hui sur de l'affiliation, ça va plutôt être donc, alors j'ai bien entendu, c'est des coûts que vous faites essentiellement d'un point de vue volume, mais d'un point de vue rentabilité sur X années, c'est quoi qui vous rapporte le plus? C'est plutôt des coûts comme ça, donc passer de coup à coup constamment, ou il y a quand même des offres qui vous créent une stabilité quand même, qui est peut-être moindre, peut-être ça représente 30% du CA, tu vois, mais que ça permet d'avoir une stabilité. Vraiment, c'est quoi? C'est ça. Moi, c'est que les coûts au final. Toi, c'est que des coûts, mais tu vois, moi, par exemple, c'est beaucoup de trucs très stables depuis des années, plus des coûts par-dessus qui sont des bonus. Et moi, moi, finalement, il y a assez peu de coûts. C'est juste, c'est des trucs stables, comme tu disais. Typiquement, c'est très large, c'est une grosse thématique, mais dans le dating, c'est les mêmes offres qui me rapportent du blé depuis longtemps, quoi. Tu vois. Et généralement, tu as plein de trucs comme ça où, comme tu disais, tu as 20% des offres qui font 80% des revenus.
ça bouge pas ou ça bouge très peu. De temps en temps, tu tentes un truc. Mais généralement, c'est une fois que t'es installé. Il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est Ouais. assez relativement stable. Mais encore une fois, ça dépend de la démarche. Anto, qui est plus dans une démarche Black Hat, lui, il vient de le dire, c'est quasiment que des coups en boucle. Tu vois, boum, 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 parce que nous, avec Franck, on va faire des sites plus long-termistes, tu vois, qui ont vocation à durer un peu plus dans le temps. Lui, il appuie sur un bouton, ça fait 500 000 pages et ça part dans Oui. tous les pays. Enfin, tu vois, c'est une autre dynamique, quoi. C'est... Pas complémentaire. Mm. Permet d'aller plus vite. En fait, le spam indexing, ce qui est bien, c'est que ça te fait économiser à la fin de la R&D pour aller travailler bien sur du long terme, sur des trucs spécifiques, quoi. Après, il reste à identifier si c'est vraiment des opportunités, pour le coup, court-termistes, moyen-termistes ou long-termistes. Et même ça, tu as toujours une part un peu gambling, quoi. Tu sais pas trop, quoi. Là, tu parles de keto, tu sais pas si finalement ça va rester ou pas au départ. C'est compliqué, quoi. T'es pas devin, quoi. C'est un peu le problème de Ouais, l'affiliation. puis quel truc keto va ranker en fait? Quel truc keto va rester? Parce que des pilules keto, là, au début avril, t'en as 50 marques différentes qui vont sortir de Bah. keto. Mais lequel va vraiment être, par exemple, pris par les médias buyers, poussé comme des malades par les médias buyers, et comme le disait Arthur tout à l'heure, bah toi, t'es le SEO, tu récupères les miettes en dessous des gens qui cherchent, je sais pas moi, la composition du keto machin. Et c'est là que toi, tu récupères tes leads, en gros. Mais sur les 50 produits, lequel va être celui qui va vraiment être bombardé par les médias buyers, par exemple? Tu dirais que là, c'est une question d'expérience. Enfin, vous diriez que c'est une question d'expérience, c'est-à-dire que tu as un ressenti qui vise 80% du temps juste avec votre XP, ou est-ce qu'au contraire, vous devez plutôt aller voir des outils, on va dire des sortes d'AdSpy pour les médias buyers, pour faire simple, et de sorte à identifier les offres qui fonctionnent. C'est quoi l'approche entre les deux? Déjà, tu le sais, selon où les networks, enfin, où l'offre sort. Si l'offre sort par exemple sur Guru Media, tu sais qu'elle va avoir du potentiel parce qu'il y a beaucoup de médias buyers. Donc déjà, avec où elle sort, tu sais à peu près si elle va performer ou pas. Et après, pareil aussi, une autre technique, entre guillemets, c'est si l'offre est disponible sur plusieurs networks, si elle est disponible à plusieurs endroits, forcément, il y aura plus de volume. Et après, je me sers un peu des AdSpy, moi, par contre. Ok. Alors, ici, moi, je Et diverge. t'as aussi... Vas-y. Je rajoute un truc, mais t'as aussi le fait de faire du volume. T'as 10 offres qui sortent, bah en vrai, en SEO, tu peux te permettre de traiter les 10. Ça va Ouais, te c'est coûter un vrai, petit c'est peu de pas- sous parce que ton rédacteur, tu vas devoir le mettre dessus et le payer pour ça. Mais au moins, si sur les 10, il y en a 2 qui performent, bah t'as traité les 10, les 8 éclatés, bah elles seront sur ton site, elles serviront à rien. Et voilà. Ouais, parce que vous, en fait, vous choisissez une offre. Ah ouais, oui, parce qu'en fait, votre problématique, c'est vous avez une offre, enfin, vous avez un truc qui sort. Ça a l'air de bien cartonner, il faut faire ranker. Moi, Ouais. en email, j'ai de l'audience. Globalement, je m'en fous. J'envoie toutes les offres possibles. Je fais du media buy, en fait, sur mes propres, sur ma propre audience. Je media buy ma propre audience sur des offres. Enfin, j'AB teste plutôt des offres d'affiliation. C'est plutôt ça la réalité. Et après, justement, moi, j'ai pas de problème là-dessus. Et justement, moi, celles où je fais le plus de perf, c'est celles qui sont absolument pas partout. Pour les raisons évidentes de, évidemment, et si on est tous à shooter le même truc, voilà. Bon, et encore, ça, c'est pas forcément vrai, mais voilà. Donc, c'est vrai que moi, les offres où il y a beaucoup de gens qui achètent, tu prends l'email, je pense que l'email arrive après le SEO, tu vois, en termes de miettes sur ce type d'offre. Tu vois, moi, c'est pour ça que ce genre d'offre, en général, les offres qui marchent très bien en SEO, mais en email, ça marche pas de ouf. En général. Ah ouais. Et c'est presque inversé. Faut pas le prendre comme argent comptant ce que je dis, mais on va dire franchement, la majorité des cas, voilà, évidemment, si tu prends. Là, tu parles, tu sais, on arrive à l'été, tu vas voir les trucs de minceur, évidemment, j'ai des trucs de minceur qui vont marcher, tu vois. Mais c'est peut-être pas les mêmes que sur le SEO. Ou peut-être qu'il n'y en aura que 20 similaires, tu vois, 20% des offres qui vont marcher. Et j'ai jamais réussi. Et pour avoir été dans les deux trucs en même temps, c'était jamais les mêmes offres qui marchaient, quoi. Et évidemment, tu as envie de te dire, putain, mais si ça marche en SEO, ça marche en email, ou vice-versa. Faudrait que tu nous envoies ce qui marche chez toi, Cyril, vu que tu mails beaucoup. On peut peut-être récupérer tes miettes aussi. On récupère les miettes de miettes. Ouais, mais c'est ça. Mais en fait, c'est ce que je dis à mes équipes. Je dis, à la fin, on fait que prendre des coms, quoi. Donc après, voilà. Mais moi, ce qui marche aujourd'hui, je suis positionné sur 3 gros secteurs. Je suis positionné sur l'automobile, tout ce qui est vente de voitures. Moi, je travaille avec Autobiz, vendez votre voiture, Parc Car, Aramis, ce genre de trucs. J'ai le plus gros trafic affilié, en tout cas email, en France aujourd'hui sur ça. Et petite anecdote, comment j'ai fait pour me positionner là-dedans? J'avais immobilier à une époque, défiscalisation, parce qu'en fait, je scrapais sur le bon coin et je récupérais les mails auto et immobilier, vente immobilière et automobile. Et ça me permettait d'avoir du trafic qualifié. Et du coup, je suis monté. Et en fait, avec la masse, je me suis rendu compte que ces offres
et t'es délaissé. Et du coup, quand tu shootes en cold sur de l'automobile, ben, très souvent, peu de gens le font. Et en plus, tout ce qui est les offres compliquées, comme le dating, comme la voyance, je vais les mettre un peu de côté, mais comme l'investissement, etc. Tu sais, les mots-clés qui sont, enfin les spam words, pardon, qui sont en email, qu'il faut mettre en spam, quoi. Gagne 3000 euros, ta liberté financière, tout ça, c'est proscrit, hein, non, c'est partout pareil. Et ben, c'est forcément là où il y a là où c'est plus technique, où ça demande plus de taf, c'est généralement là où tu as plus d'argent aussi, parce que tu as moins de gens qui y vont. Moi, en gros, c'est plus cette logique-là en email, tu vois. Alors que, de ce que je comprends, et bien évidemment que c'est un peu plus technique que ce que je vais dire là, mais de ce que je comprends en SEO, au contraire, c'est puisque plus il y a de gens qui le font, plus il y a de recherches, plus tu as des chances de te positionner. Donc c'est presque inversé finalement comme système, en termes de logique. Je sais pas ce que vous en pensez, enfin, on est d'accord là-dessus. Ça a l'air être inversé entre comment je fonctionne en email et comment ça fonctionne en SEO. Et comme quoi, c'est ultra complémentaire. Parce que tu vois, quand les gens qui commencent en affiliation, ils disent par quoi je dois commencer. Tu vois, déjà, souvent, comment ton cerveau est branché et câblé, c'est ça. C'est pas du tout pareil. Donc, non, c'est très intéressant ce truc de SEO. Alors, je vais un peu couper court à ce truc de SEO parce que j'ai une question qui m'intrigue depuis tout à l'heure. C'est ce qu'a dit Arthur. C'est nous, on est opportuniste. Ok. Est-ce qu'aujourd'hui, la création des wizards ou de votre association sur les wizards, peu importe, donc le but c'est de la pérennité. Ça veut dire que vous vous sentez épuisé de courir après l'opportunité? Est-ce que ça veut dire que pendant ce temps-là, vous continuez à le faire? Est-ce que ça veut dire que vous avez une vocation du coup à créer vraiment le long terme, c'est on a misé sur un cheval, c'est les wizards? Ou est-ce qu'on est dans un test de marché en disant ok, le marché make money c'est quand même assez large, on peut se positionner, on met un peu nos gueules. C'est quoi l'approche en fait vis-à-vis des wizards? Est-ce que vous avez des trois la même strat en fait, la même logique, le même besoin? Non. Non, pas du tout. C'est un peu la particularité aussi. C'est que moi, pour le coup, je laisserai les gars répondre après, mais très personnellement, je fais de moins en moins d'éditions de sites et d'affiliation. Parce que j'en suis à un stade de ma vie où même si c'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui fonctionne toujours très bien aujourd'hui, j'ai besoin justement d'aller chercher plus de pérennité. Et pour moi, ça passe par la construction d'une audience, de ce qu'on appelle une personal brand. Donc, tu vois, d'arriver à créer quelque chose autour d'une marque, donc autour des Wizards et au-delà de ça, autour de qui je suis, donc avec une newsletter, avec différents infoproduits, encore une fois. Et justement, pour moi, l'objectif, c'est d'essayer maintenant, tu vois, pendant très longtemps, on a été dans l'ombre, en fait. Alors que je suis assez persuadé, je ne parle pas pour moi, mais par exemple, pour parler d'Anto et de Franck, c'est deux monstres dans leur catégorie respective. Ça fait des années que c'est le cas, ça fait des années que personne ne les connaît et que je vois tout le monde se sucer sur Twitter en mode « Ah, c'est génial, vous êtes tous trop forts, les garçons !» Enfin, et la réalité, c'est que pour moi, les grosses machines, elles sont toutes autour de moi. Alors, je dis pas que ceux qui sont sur Twitter et qui existent aujourd'hui sur Twitter ou dans la communauté SEO ne sont pas bons, c'est pas vrai du tout. Mais en tout cas, ça me rendait un peu dingue aussi de voir qu'il y avait autant de notoriété sur des gens qui, bon, voilà. Moi, autour de moi, je voyais des mecs ultra performants. Il n'y a pas que Franck et Anto, d'ailleurs, dans notre entourage, on en connaît beaucoup, qui sont tous dans l'ombre parce qu'on a la particularité, encore une fois, d'exercer dans des métiers où il n'y a aucun intérêt particulier à se montrer et à créer cette personal brand. Donc, ta question est pertinente parce qu'il vaut mieux rester caché, il vaut mieux qu'on sache pas ce que tu fais, il vaut mieux que et que, encore une fois, tout le monde est là à prendre des miettes à droite à gauche et à sauter sur chaque opportunité en boucle, et que moins t'es visible, mieux c'est, entre guillemets, vivons heureux, vivons cachés. Et moi, pour le coup, mon objectif, c'est en effet de sortir de ce truc-là. Aujourd'hui, encore une fois, c'est une question de phase de vie, je pense. Et même si j'adore l'affiliation, continuer à en faire, mais à en faire uniquement dans des projets sur lesquels je suis associé. Et typiquement, toute la partie éditoriale, toute la partie website et tout, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est délégué. Soit c'est mes associés qui les gèrent, soit c'est... Mais moi, je veux plus gérer ça. À la limite, je suis sur la partie stratégique, mais c'est vraiment un truc que je veux plus faire, tu vois, contrairement à Anto et Franck qui en bouffent encore régulièrement. Donc moi, aujourd'hui, par exemple, mes problématiques, c'est plus sur la création de contenu YouTube. Elles ont pas mal évolué, en fait. Et mon expertise aussi se déplace sur quelque chose qui était peut-être un peu moins omniprésent dans ma vie avant. Et pour moi, l'objectif, c'est justement de sortir un petit peu de cette partie pure affiliation et pure on saute d'opportunité en opportunité, et d'arriver à construire quelque chose d'un peu plus, de même beaucoup plus pérenne. Et les Wizards, dans mon quotidien,
c'est une grosse branche de ce truc-là. C'est pas l'unique truc parce que justement on est 3 et qu'on a des visions qui sont aussi assez différentes. Encore une fois, Franck et Anto en parleront, j'imagine. Mais voilà, moi c'est d'arriver à créer cette pieuvre dont tu parlais tout à l'heure, mais sur la partie avec mes propres produits, avec mes propres outils, et en fait d'arrêter d'être affilié, enfin pas d'arrêter, mais d'en faire le moins en moins, et d'avoir mes propres produits, mes propres affiliés qui push mes propres produits, etc. Enfin, passer un peu de l'autre côté de la barrière, quoi. Ouais, voilà, tu remontes d'un cran. Ok. Anthony, toi, t'en approches? Pour les Wizards, au tout début, moi, au tout début, c'était pour apprendre à parler dans une caméra, pour être très franc. Bravo. Et voilà. Et après, j'ai pas la même vision parce que je suis pas à l'aise avec la création de contenu. Je suis très mauvais. Création de contenu, écrire un mail, par exemple, je suis incapable d'écrire un mail. Je suis beaucoup plus technique, on va dire, donc c'est un truc qui m'intéresse pas spécialement. Donc pour ça, je fais beaucoup d'affiliations. Et moi, mon switch actuel, ce serait plus de passer sur du media buy. Mon cran au-dessus, c'est le media buy. Et alors, juste avant de donner la parole à Franck, juste pour dire sur Anthony, tu viens de décrire. Alors moi, je suis dans ton profil à peu de choses près sur ça, et pas parce qu'on a la même barbe. Mais en fait, les gens, et j'ai du mal à expliquer ça à chaque fois, les gens ont du mal à comprendre. Mais en fait, c'est pour ça que je suis très mauvais en branding. C'est-à-dire que quand tu as un esprit technique qui est dans de la masse et du spam, travailler de manière qualitative, extrêmement qualitative, un sujet, une marque, un machin, ton cerveau, il a beaucoup plus de mal. Et ça veut pas dire que tu sais pas le faire ou que tu peux être mauvais, mais ton cerveau, en fait, il a besoin d'aller manger des trucs un peu techniques ou d'intelligence relationnelle entre les choses. Tu sais, nuage de points, tracer des tendances, etc. Et c'est vrai que ça, c'est un peu incompatible avec le branding. Et j'entends du coup que c'est très... Donc c'est presque, j'exagère, mais un peu l'opposé de ce que dit Arthur. C'est d'avoir que Arthur qui veut justement bien positionner une assise, une sorte d'autorité, on va dire, peu importe sur quel sujet avec les compétences, mais pour positionner une autorité, j'ai pas le bon mot, c'est pas autorité, si, autorité et notoriété. Et là où toi, de ton côté, Anthony, t'es plus en te disant, ok, moi en fait, justement, si je veux aller dans de la masse à tout niveau, media buy, masse de trafic, masse de trucs, parce que tu achètes en fait une sorte de data, de marketing, d'intelligence autour de ça. Tiens, on va aller optimiser, tu as plus un outil optimisateur, on va dire, un profil optimiseur. Je ne sais pas parler aujourd'hui. Là où Arthur, il va avoir un peu plus un profil de, je vais dire, créateur pivoteur. Architecte. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelle dans les trucs à la con, là, les personnalités, machin, mais voilà. C'est ça ou pas? J'ai bien résumé ou pas? Ouais, je pense. Ouais, c'est je ça. pense. Parce que moi, c'est vrai que par exemple, quand j'avais essayé au début d'écrire les mails sur System.io, là, mais c'est un enfer. Genre, j'en lisais 30, j'essayais de faire un truc avec ChatGPT, et au final, c'est éclaté, alors que eux, ils arrivaient à le faire en 10 minutes, tu vois. Donc, c'est vraiment. Je sais pas, j'arrive pas. Est-ce que c'est de l'entraînement? Je sais pas, parce que Franck, par exemple, c'est plus naturel. T'as jamais vraiment. Tu savais pas, t'en avais pas écrit beaucoup avant. Ouais, non. Mais je pense pas que j'écris des trucs de fou, mais j'en parle souvent avec un de mes associés sur un autre projet. Genre, lui, même écrire un truc de 50 mots pour expliquer quelque chose, il me demande. Parce que il dit, ouais, je pense que ça sera écrit n'importe comment et tout. Alors que moi, tu me dis, bon, vas-y, tu dois décrire tel truc ou tu dois expliquer tel truc aux gens. C'est assez naturel que je vais faire ma petite liste à points pour expliquer comment bien faire le truc et tout. En fait, je vais pas vraiment y réfléchir, ça sort comme ça. Mais à côté de ça, c'est un truc tout con, mais je sais pas, faut mettre un proxy sur le truc System.io pour faire de l'affiliation. J'envoie le tuto à Anto et c'est lui qui le fait. Parce que moi, c'est pas instinctif du tout, tu vois. Je comprends pas. En fait, on a chacun un peu nos compétences et nos trucs. Anto, ça nous fait rire parce qu'il nous dit assez souvent qu'il est pas technique, mais la réalité, c'est qu'il l'est sur beaucoup de choses. Et de trucs qui, pour lui, ça paraît ultra simple, mais moi, ça me paraît très simple de rédiger un email ou un truc, et pour Anto, c'est compliqué, tu vois. T'as l'inverse qui se fait sur des trucs qui seront un peu plus techniques, par exemple. Ok, tu vois, genre, je finis la parenthèse et Franck, après, tu répondras à l'objectif des Wizards pour toi. Mais moi, j'avais un associé qui me disait pareil. Ouais, mais toi, t'es dans la technique. Je lui disais pas du tout. Absolument pas. Mais ça, parce que c'est. Mais ça, vous êtes dans le déni, je pense. Non. Et pour moi, un mec technique, c'est un dev. Non, mais ouais, mais pareil. Ça. Oui, mais alors, vous êtes technique dans votre façon de fonctionner, et peut-être que vous n'êtes pas technique, genre parfaitement dev, mais vous êtes peut-être des bons bricoleurs, tu vois.
Alors, mon associé disait une phrase qui était très juste. Il disait je suis analytique. Ce qui n'est pas la même chose. Et la plupart des gens, ils restent un peu en surface. Et il y en a un que moi, je vais descendre en profondeur et creuser les sujets. Et c'est ce qui ressemble un peu à des sujets techniques. Parce que plus tu creuses, plus tu as une expertise à aller créer. Et du coup, tu as l'impression que c'est technique. Ouais. Et toi qui le fais, tu vas dire, c'est pas technique. Tu vois, bien évidemment. Ouais, ouais. Moi, j'ai juste lu un peu plus le bouquin, tu vois, c'est un peu l'idée, quoi. Bah, t'as peut-être lu la doc un peu plus profondément. Tu Voilà. vois, sur des trucs. Ouais, mais voilà. Mais ça, en effet, tout le monde le fait pas. Moi, je le fais pas, par exemple. Moi, dès que je commence à voir ne serait-ce qu'une micro-ligne de code à taper, je me dis, oula, ou ça va être compliqué, ça. Que Anthony, il voit les conditionnels déjà. Et ok, alors s'il y a ça, Ouais, donc il voilà, n'y a ouais, pas de c'est truc. ça. C'est ça. De toute façon, j'ai bien saisi le Exactement. profil. Alors, Franck, du coup, toi, c'est quoi l'objectif des Wizards? Enfin, là, du coup, on a les deux sons de cloche. Toi, Euh, c'est quoi? Moi, j'ai différents trucs. Il y a tu vas peut-être trouver ça assez utopique, mais j'ai un côté où j'ai envie que les gens fassent, en gros, que les gens gagnent de l'argent sur internet parce que j'ai essayé de le faire avec mes amis, j'ai essayé de le faire avec ma famille, il y a personne qui est réceptif et ça me gonfle. Et en fait, c'est tellement, ouais, je dis gagner de l'argent sur internet, mais en tout cas, ce côté, liberté, travailler pour soi, même si c'est du freelancing, tu vois? Mais pas être salarié et tout ça. J'ai tendance à beaucoup cracher sur le salariat parce que je trouve ça, pas ouf quoi, globalement. Et en fait, moi, j'aime bien un peu évangéliser, donc là, c'est un peu le cas avec le podcast des Wizards, enfin le Wizard Podcast du coup. C'est ce côté où j'aime bien partager ce que je fais et où je considère que tout le monde devrait le faire, tu vois? Et c'était un peu pareil avec le podcast, Web3 Gaming qu'on avait, avant. On aime bien les cryptos, moi j'aime bien les cryptos, j'aime bien le bitcoin, j'aime bien tout ça et j'avais ce côté un peu, je vais pouvoir évangéliser les gens. J'ai dit à ma famille d'acheter du bitcoin depuis des années, ils le font pas, ça me saoule, tu vois? Et je me dis: «Si sur internet j'arrive à convertir, 5 personnes, bah, j'aurais l'impression d'avoir fait le bien», tu vois? Alors c'est très, joueur de flûte dit comme ça, mais il y a quand même un côté très, très, très réel, là-dedans. Donc ça, c'est le premier truc avec, les Wizards. En plus de ça, on est un peu matrixé par le biz, tous, tu vois? Nous, on se fait souvent, des soirées, entre potes, mais entre potes très orientés biz et en fait, je sais pas, même si, même parfois quand on se fait un dîner avec nos copines, on est 10 à table, en fait, on n'arrive pas à rester parler d'un truc, normal, tu vois? De la vie et tout. Quand on est entre nous, je sais pas, ça finit forcément en vrai, en 15 minutes, on commence à parler de trucs de conversion, la nouvelle, chaîne YouTube, le truc. On est matrixé avec ça et en fait, le podcast, c'est un moyen de parler de ce qu'on aime bien, quoi, assez, facilement et avec des gens qui t'écoutent et des gens, en plus de ça, qui te font des retours. On a le Discord maintenant, bah, on a la formation comme on a dit. Tu vois, quand tu reçois des retours sur la formation qui te dit que, ils ont touché leur 1re commission et tout ça, bah, c'est je sais pas, tu as l'impression d'être, en mode, papa poule, qui est là, qui a aidé des gens à faire un truc et c'est sympa et évidemment, tu as l'aspect pécunier, bah, même si, on a fait 1 an de podcast, à blanc, hein, que comme ça, sans même savoir trop comment on allait le monétiser. Bah, voilà, il y a un moment, bah, là, avec la formation, ça rajoute un peu de beurre dans les épinards, c'est un plus, quoi. Mais ouais, moi, je pense que c'est peut-être un peu, vision bisounours du truc, mais j'aime bien partager, ce que je fais, j'aime bien, quoi. Bon, j'ai pas d'avis sur ça, je dis pas que c'est bien ou mal. Après, le sens, j'entends le sens en fait chez vous trois, le sens de pourquoi tu le fais. Après, chacun a le sien. Le côté à avoir la mission d'aider, un peu plus sociale, etc. Au contraire, de se poser un peu plus. Moi, sur les missions que j'ai, par exemple, je suis plus aligné avec Arthur sur pourquoi je vais faire telle chose ou telle chose. Tu vois, c'est plus dans une optique long terme, posé en mode bon père de famille. Quand bien même en gardant un petit côté Black Hat sur certains sujets, tout en euh, alors moi, le côté mission, je l'ai pas, mais je C'est pas comprends. Je vraiment comprends. mission. Tu vois, c'est C'est un pas peu. mission, c'est pas mon objectif de vie, mais c'est plus dans le sens, tu vois, je regrette, mon meilleur pote, ça fait 10 ans que je lui dis de faire du biz et il a commencé au final il y a 3 ans. Bah, j'ai l'impression qu'il a perdu 7 ans de sa vie, tu vois? À se faire chier dans des études, enfin, je sais pas, à se faire chier dans plein de trucs. Alors que si dès le début, il avait commencé à essayer de faire pareil, tu vois?
Et au final, en plus de ça, il est très bon aujourd'hui. Donc, il y a juste un delta de temps qui est un peu relou. Et Mm. j'ai l'impression assez souvent, je sais pas si tu le ressens partout dans le monde, mais nous, en France, tu as quand même beaucoup de gens qui se plaignent. Tu vois, l'autre fois, je faisais les courses, j'étais au supermarché, j'entendais les gens qui bossent dans le supermarché dire ah, ces conditions de travail et tout, ils parlaient entre eux et tout. J'avais envie de dire, bah, lance ton site, arrête de nous faire chier, tu vois, tu rentres le soir, euh, lance un site et peut-être que tu pourras sortir de ton job. Voilà, et je me dis, même s'il y a une personne sur 100 pour qui ça marche, et je pense qu'en plus, dans ceux qui nous écoutent, il y en a plus, mais j'ose espérer en tout cas qu'il y en a beaucoup plus que ça. Mais je me dis, bah voilà, c'est mission un peu réussie, quoi, au lieu de les entendre se plaindre en boucle. Voilà, donc ouais, c'est peut-être un côté mission, tu vois, mais c'est pas mission en mode je veux sauver le monde entier, c'est... Non, non. J'ai une théorie là-dessus. Moi, j'ai aidé ma sœur. Elle a travaillé avec moi pendant des années. J'ai fait gagner beaucoup d'argent avant qu'elle perde beaucoup aussi. Et je lui ai donné les clés pour réussir sur le web. Aujourd'hui, elle a une activité sur le web. Je passe les détails. Et cette notion un peu fierté, ce que tu dis, alors, c'est pas de l'ego mal placé, je peux pas dire ça, mais c'est la volonté, on va dire, vu que tu viens de l'ombre, enfin, je sais pas si vous l'avez tous ça, mais vu que tu es planqué pendant des années, et à un moment donné, tu veux que ce soit concret. Moi, ça, c'est la réalité de l'existence de Web de Fou, par exemple, et probablement des Wizards qui doivent en partie être un peu dans cette logique, c'est de dire, tu es derrière ton media buy ou ce que tu veux derrière, des gens, tu es derrière des stats, et des CTR, des volumes de clics, de l'audience, et tu déconnectes un peu de la réalité, quoi. Tu vois, moi, dans le dating, une meuf en selfie, je sais que c'est tant de CTR, tu vois. Machin et tout, elle a une robe rouge, elle est dans sa glace, elle est dans sa salle de bain, son machin. Et tu vois, à la fin, tu déconnectes un peu, t'es sur full stats. Et reconnecter avec les gens, et c'est ce que tu dis, c'est comme ça que je l'entends, en tout cas, Franck. C'est reconnecter avec les gens, ouais, pour moi, c'est une mission, mais c'est important. Tu vois, moi, c'était une forme de mission sur Web de Fou en disant je vais aller à la rencontre des gens. Tu vois, c'est évidemment pourquoi, c'est pour aider, machin et tout. Alors, moi, je sais qu'on peut pas aider tout le monde, ça c'est management qui me l'a appris, j'ai bien compris. Ça, j'ai eu des acouphènes et tout sur le sujet, donc c'est ok. Il y en a, ils peuvent, il y en a, ils peuvent pas, ça c'est bon. J'ai pris ma leçon. Mais je sais que, en tout cas, j'ai réussi avec un membre de ma famille, et c'est ce que tu dis, en disant, en fait, est-ce que c'est pas ça ta contribution? En fait, c'est ça la mission, contribution, volonté d'aller vers les autres, tu vois, et d'essayer en tout cas d'aider, etc. Et c'est pour ça que moi j'ai du mal à dire, ah, j'ai envie d'aider les gens et tout. Moi, j'ai du mal à le dire parce que fondamentalement, c'est faux, tu vois, pour moi en tout cas. C'est de Ouais. dire, bien sûr, aider, comment dire, partager et c'est pas aider, c'est impacter des gens un minimum sur des sujets. Je trouve ça important ce que tu dis. Tu veux impacter la meuf ou le mec de Carrefour qui est en train de râler. Je dis, putain, il montre un site. Tu vois, tu lui dis, putain, mais voilà, tu sais, c'est un impact. Et après, qu'ils réussissent ou pas, à mon sens, c'est pas mon problème et c'est pas mon sujet parce que Ah, ça, par contre, je suis d'accord. c'est random. C'est random. Ouais, T'en as un, il est clairement. arrivé, l'autre il est arrivé. Donc c'est ça, on parle bien de ce sujet-là. C'est de ça dont on parle. Hein, quand tu parles de. Ouais, clairement. Voilà. Ok. Ouais, bah c'est intéressant. Donc, du coup, en fait, vous avez vous avez donc la même vision quelque part, c'est-à-dire créer, avoir un impact, que ce soit avec le Media Buy pour Anthony, que ce soit en capitalisant et diversifiant quelque part avec Arthur, ou en aidant, je vulgarise tout ce qu'on vient de dire juste à l'instant, du côté de Franck. J'ai une question pour Arthur là-dessus. Alors, du coup, quand tu as dit blockchain gaming, ça y est, j'ai tilté. Je disais Zalidan, ça me dit quelque chose. T'es passé chez QTT, non? Tu faisais des trucs avec QTT, non? Tu parlais chez QTT, c'est QTT. quoi ça? Ça te parle ou pas, non? Tu faisais pas Non, un non, live non. crypto? Tu faisais pas des lives crypto, je sais pas quoi? Non. T'animais Non, pas un non. truc? Ok. Non, bah, c'est pas toi alors. Attends, Je confonds, mais alors. QTT, c'est le truc de Ultra ou pas? Non, c'est Ça Q-Trading ça a un Theory. rapport avec Ultra? Ça vous Alors parle non. pas? Q-Trading Theory? Ok. Non, non. Eh ben, je suis convaincu de t'avoir vu sur un truc comme ça. Parce que c'était blockchain gaming, c'était Wax Blockchain. Moi, j'étais pas mal advisor dans des sujets sur Wax, sur la Ok. blockchain Wax. Et je suis convaincu, en fait, c'est quand tu l'as dit tout à l'heure, j'ai eu une vidéo ou je sais pas quoi pour Arthur. Sur Non, mais Wax, on je a. crois pas, parce que c'était plus trop, on était déjà plus trop dedans quand il y a Wax qui était très présent. Après, peut-être Ok. que en France, il y a Johan, qui était anciennement Ouais, Johan où on est Axi. passé dans le NFT Morning aussi. Enfin, tu vois, il y a quelques petits trucs Oui, comme oui. ça qui peuvent faire que tu as déjà entendu passer Ouais. mon pseudo, nos pseudos, mais. Ouais, parce Et que puis moi, j'ai été, au-delà de ça, j'ai été youtubeur sur des sujets gaming, donc c'est peut-être aussi de là que, tu vois, j'ai même été streamer pendant 2 ans à plein temps et tout, donc c'est Ah peut-être de là, bah, mais en tout cas, très intéressant. C'est quoi l'histoire du ouais. streaming alors du coup? C'est quoi? Alors, ça veut dire que t'es arrivé Eh là-dedans et t'es reparti. ben, ouais.
Ouais, Bah, je c'est suis com- resté 2 ans. Je sais pas si Twitch, tu connais un petit peu quand même ou? Ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Bon, moi, en gros, quand on est revenu de Malte, quand on a arrêté notre activité à Malte, moi, j'ai eu une période, tu vois, pour accuser le coup, tu vois, le fait de me dire, bon, bah, c'était super ce qu'on a fait pendant cette période-là. Maintenant, qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis pas reparti direct. Tu vois, j'ai voyagé un peu. Et pendant ce voyage, je me suis dit, bon, est-ce que finalement, ça serait pas intéressant pour moi d'aller explorer une autre de mes passions? La première des passions étant le web marketing, le business sur Internet au sens large. La deuxième étant le jeu vidéo. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça m'a même traversé l'esprit à un moment de me demander si j'allais pas ça a été assez rapide, mais si j'allais pas tenter une carrière pro dans le jeu vidéo, vraiment en tant que joueur pur, même si j'ai pas un niveau incroyable, mais je me suis dit, à force de travail, tu vois, peut-être que j'arriverai à quelque chose. Ça m'a traversé l'esprit. Et en fait, j'ai décidé de me lancer en tant que créateur de contenu à plein temps, donc en particulier streamer slash YouTuber. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai vraiment pris le truc un petit peu comme on pourrait avoir cette vision sur une problématique SEO. C'est-à-dire, je me suis dit sur quelle niche de marché je vais me positionner. Il faut pas que ça soit un truc trop gros parce que je veux pas être noyé dans la masse, surtout que sur Twitch, c'est compliqué de pop-off. Et il faut pas que ça soit un truc trop petit non plus. Donc j'ai pris un truc qui au final, avec un peu de recul, était sans doute un peu trop petit, c'est le secteur du looter-shooter. Donc c'est des jeux comme Destiny, The Division, Borderlands, enfin tu vois, c'est des jeux où tu te balades, t'éclates des monstres et puis tu ramasses des objets, tu construis ce qu'on appelle des builds avec ces objets-là. Voilà, bon bref. Et je me suis positionné sur ces jeux-là. Et étant donné que le positionnement était bon, c'était au lancement du jeu The Division qui a quand même bien marché au début, et que j'avais une stratégie où j'arrivais très tôt le matin, ce qui me permettait de snowball lentement les viewers dans la matinée, et que l'après-midi, j'avais pour le coup ma création de contenu sur YouTube. Donc j'avais une vidéo par jour que je tournais et montais l'après-midi, où j'essayais d'apporter un maximum de valeur aux joueurs avec des tutos, avec encore une fois une optique assez SEO orientée. Et ben en fait, en 2 mois, je suis passé partenaire sur Twitch, ce qui est Ah oui. quand même pas dégueu, parce que généralement c'est le partenariat, les gens galèrent, ils mettent des années à l'avoir et tout. Donc là, j'avais tellement ficelé mon truc que j'ai quand même bien fait le truc. Après, il y a eu le jeu qui s'est pété la gueule, donc en fait j'ai eu des baisses d'audience corrélées, et j'ai découvert tout le concept de c'est bien d'arriver à faire du trafic, des viewers sur un jeu IP. C'est quand même une autre chose d'arriver à avoir une personnalité assez forte et une capacité à être, comment dire, assez bon pour animer, etc., pour créer une connexion assez forte pour que finalement tu aies une partie de tes viewers, ne serait-ce qu'une partie, qui vont vraiment te suivre sur tout et n'importe quoi. Et ça, pour le coup, là-dessus, personnellement, j'ai peut-être pas fait assez de volume, mais je pense pas que j'étais le streamer, tu vois, avec la personnalité de dingue qui fait marrer tout le monde et tout. Ouais. Moi, j'étais plus justement dans l'opti business de il faut. Alors, j'étais plutôt bon pour m'exprimer et pour animer le stream, etc. Mais j'étais vraiment dans cette espèce d'hyper optimisation de ce que je faisais. Sur des jeux qui en plus sont nichés quand les jeux se pétaient la gueule. Donc en fait, j'ai très vite compris qu'il fallait que je surfe. Donc dès qu'il y avait un lancement, je surfais sur le nouveau jeu. Et le problème, c'est que dans cette partie looter shooters, des nouveaux jeux qui ont de la hype, il y en a peut-être un tous les 2 ans. Donc du coup, je me suis vite rendu compte que c'était pas forcément très viable. Et en fait, si tu veux, j'arrivais à me tirer peut-être 1 500 € par mois pendant cette période-là avec le stream. Mes meilleurs mois, j'ai dû faire entre 4 et 5 000 € tu vois, avec le stream YouTube en parallèle, des petites sponsors par-ci par-là. C'est quoi les stats? Vas-y, pour des chiffres comme ça. Donc, on prend une cote de 1000 Alors, balles. C'est quoi? pour combien? Pour 1000 balles, 2000 balles environ? Ouais, ouais, pour 2000 balles, c'est quoi les stats? Alors, pour Viewers, moi, pour un streamer, pour qu'il vive convenablement, il faut, pour vous ayez un ordre d'idée, je pense qu'à 150 viewers ultra stable, c'est-à-dire c'est vraiment, il faut qu'il y ait 150 viewers en permanence, un streamer vit. Il vit. Il vit pas comme un pape, mais il vit. Ouais. À 250, je pense que tu commences à être, tu vois, tu peux largement toucher les 3000 € par mois. Encore plus aujourd'hui, peut-être, ce que je fais, il y a une notion où je crois que Twitch fait des partenariats avec la pub et tout. Et bien sûr, avec tout ça, en fait, il faut avoir cette vision snowball, parce que un streamer qui construit son audience et sur YouTube et qui va progressivement faire construire ses réseaux, ça peut vite avoir
un espèce d'effet très snowball où aussi à partir du moment où tu as 40, 50 000 abonnés par exemple sur ta chaîne YouTube sur des sujets spécifiques, tu peux commencer à faire des sponsoring efficaces. Tu vois, moi, sur la fin, on me proposait 1000 euros pour sponsoriser une vidéo sur une chaîne de 25 000 abonnés. Donc en fait, j'imagine que quand tu commences à grossir, ça peut vite être correct. Par contre, le problème, c'est que c'est ultra corrélé à ton temps directement. Et ça, moi, c'est un des gros points qui m'a gêné, c'est que t'es un esclave de la plateforme complètement, et que c'est une bonne chose, tu vois, même si quand un jeu marche bien, tu te dis putain, là, incroyable, il y a de l'audience, il y a des trucs. Tu sais pertinemment, si t'es un peu intelligent, que dans un mois, ça se trouve, t'es de nouveau au ras des pâquerettes parce que le jeu aura plus la hype qu'il a. Donc au début, t'es comme un bourrin, tu streams 20 heures par jour. Enfin, tu vois, voilà. Donc pour moi, c'était pas viable sur le long terme. Donc il y a un moment, j'ai fait le deuil de ça aussi et je suis revenu sur l'édition de site, et du coup là sur les infoproduits, sur les problématiques de business web. Et j'ai laissé de côté cette partie-là, mais qui m'a apporté énormément justement sur tout ce qui est création de contenu, le fait de m'exprimer à l'oral, qui a renforcé certains trucs, et ce qui m'a permis, aujourd'hui, tu vois, je fais du contenu sur YouTube sur des problématiques business, et j'ai encore, ou même sur TikTok, là j'ai fait un case study TikTok ces derniers jours, le mois dernier là, et sur TikTok c'est marrant parce que sur les TikTok qui marchent un peu mieux, j'ai 3-4 commentaires par TikTok. Ah, Zalidan, c'est toi, le mec de Division, le mec de Destiny. Donc c'est même avec ma toute petite audience de l'époque, les mecs me reconnaissent sur des contenus un peu plus, sur des contenus différents, quoi. Donc c'est rigolo. Alors, donc ça veut dire quoi? Donc 150, je reprends tes stats. 150 viewers, Ouais. t'as dit 20 heures par jour, tu l'as dit de manière assez. Non, ça c'est. Ouais. C'est quoi? Donc c'est quoi en termes de productivité? Donc t'as dit, hein, je me levais tôt le matin et je faisais du stream, et l'après-midi je faisais mes vidéos. Donc une journée, c'était quoi? Tu te lèves à 7h, C'était 7h, 13h ou 7h midi, je me souviens plus exactement. 7h, 13h, il me semble. 7h, 13h. Non-stop. Non-stop. Après, tu vois, t'es en stream, t'as envie d'aller pisser, tu vas pisser, mais oui, non-stop. Ouais. L'après-midi, je reprenais, tu vois, je prenais peut-être 1 heure pour bouffer l'un. Je reprenais à 14h, je pisse dans ma bouteille. T'imagines avec le haricot. L'après-midi, je reprenais à 14h, et de 14h à 17-18h, je montais ma vidéo, je la mettais en ligne, quoi. Ah putain, c'est du taf. Donc, non, c'était un taf de fou. Et ça, donc, ça, après, je veux dire, ça a payé par rapport à la niche de marché que j'avais choisie, c'était payant. Tu vois, je suis assez rapidement devenu une des références sur la petite niche de marché, mais justement, c'était sans doute trop petit. Voilà. Ouais. Moi, de loin, moi je suis un gamer aussi, hein. J'ai acheté récemment Dragon's Dogma, Co, Baldur's Gate 3, tout ça. Bien sûr, je pense un peu Steam, dès que je peux en tout cas. J'essaie de provoquer 1 ou 2 disputes des fois pour être tranquille. Malin, ça. C'est pas vrai en plus. Non, et ce que je vois, c'est le problème du jeu vidéo. Moi, je suis un mec que j'aime bien, enfin plus ou moins, qui s'appelle Exerve sur le jeu vidéo. Et je vois que c'est hyper trendy. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, c'est des youtubeurs putes influenceuses malgré eux, quoi. C'est-à-dire les mecs, c'est des passionnés. Ouais. Et c'est des putes à contenu. Et en plus, ils courent après une carotte. Tu sais, c'est jusqu'à la mort, quoi. Tu vois, j'exagère un peu. Voilà. Alors que c'est leur passion. Et limite, ça peut leur en dégoûter, quoi. Et on parle pas de tout ce qu'il y a autour. Les haters, les machins et tout. Parce que, en fait, tu as les créateurs, les développeurs les studios qui ont réussi à ubériser la communication à travers des passionnés de créateurs, hein, de contenu qui se mangent en fait toutes les merdes dans leur gueule, quoi. Et je trouve que c'est pas mal, hein, d'un point de vue entrepreneuriat, du studio jeux vidéo, tu vois. Par contre, d'un point de vue créateur de contenu, t'as 10 jeux, t'es obligé constamment de rusher les trucs, d'aller à fond, t'es obligé de... Et puis si tu fais une erreur, t'as tout le monde qui va te tacler, machin. Enfin, c'est une pression qui doit être d'enfer. Alors toi, moi, pour ça, je respecte beaucoup plus le stream. Parce que le stream, tu kiffes. Tu fais ton truc, t'es là, t'es pas dans cette pression. Mais je pense qu'à un moment donné, t'es obligé d'y tomber dedans. C'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, t'as eu le choix de dire, est-ce que je fais des jeux plus trendy aujourd'hui, je sors de ma niche, et je vais aller chercher ces trucs-là. Et tu tombes dans l'espèce de Ponzi infernal des sorties de jeux vidéo. Ouais. T'as aussi l'effet inverse, d'ailleurs, qui est tout aussi toxique. C'est-à-dire le fait que tu commences sur un jeu, ça marche sur ce jeu, et après, il faut avoir les couilles d'aller sur un autre jeu.
C'est-à-dire que même si tu vois ton Ouais. audience baisser parce que la hype baisse, t'as quand même une audience assez stable, des habitués, des machins, des mecs qui vont te donner des abonnements, des dons, des trucs. Et en fait, moi, ça m'est arrivé de jouer pendant peut-être 1 mois ou 2, si ce n'est plus, mais j'en pouvais plus du jeu, quoi. Vraiment, il me sortait par le nez, ça me dégoûtait de me lever le matin pour aller jouer à ce jeu, j'en pouvais plus, mais je le faisais quand même parce que ça demandait... Déjà, il n'y avait pas forcément un jeu parallèle qui représentait une opportunité pour mon audience à ce moment-là. Et en fait, j'étais complètement stuck dans le truc. Et puis après, tu peux te dire, mais du coup, tant qu'à faire, prends une pause. Mais pareil, prendre une pause quand tu fais du contenu en direct, ça veut dire te faire remplacer aussi sec. C'est les mecs, si t'es pas là un matin, ils vont aller voir ton concurrent qui est juste à côté. Et pour un peu qu'il passe une bonne matinée avec lui, rideau. C'est le mec, tu le verras plus, quoi. Derrière, il va aller chez l'autre, mettre le prime, et après, t'es là, bah non, bah, t'as mis ton prime là-bas. Enfin, c'est bon, non, mais c'est plein de problématiques qui sont un peu rigolotes de l'extérieur, mais franchement, c'était. Non, t'as raison. Non, t'as raison, c'est un truc, c'est vrai que j'ai jamais vécu le truc, mais t'as raison, j'imagine bien. En fait, le choix entrepreneurial de dire, putain, est-ce que je maintiens ma commu au péril de mes journées, de mes matinées, de mes week-ends, pour aller gagner mes 1500 balles. Et c'est ce que tu dis, t'es dépendant du temps, c'est ce que t'as glissé tout à l'heure, t'es vachement dépendant du temps, Complètement. et t'as pas le droit à l'erreur, et en plus, si t'es malade, les mecs se barrent, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais c'est quand même un peu l'idée. Et c'est violent. Alors par contre, moi, le gaming, d'un point de vue entrepreneurial, c'est quelque chose qui m'intéresse pas mal, parce que il y a quand même, en termes de référencement naturel, tu connais les dates de sortie, tu connais les débuts des recherches des mots-clés. Putain, te positionner sur des vidéos YouTube ou sur des mots-clés, alors mots-clés, je sais pas, mais vidéos YouTube en tout cas, sur des sorties de jeux, c'est quand même ultra facile. Hein. Le nombre de chaînes qui peuvent popper parce que les mecs, il y a un jeu vidéo qui sort, à chaque nouveau jeu, t'as des mecs qui pop, quoi. Et, de ouf. et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Enfin, tu vois, en termes de je veux faire du YouTube et tout, putain, le jeu vidéo, et sans parler des sorties de jeux vidéo, donc tout ce qui est lien d'affilié, Micromania, etc., machin, qu'il y a sur Affilinet, Zanox, ce genre de choses, putain, il y a quand même des trucs à faire, quoi. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais à une époque, alors Squeezie l'a fait depuis, j'avais balancé sur mon Telegram il y a 2 ans, le fait que, tu vois, quand t'es entrepreneur, que t'as un peu d'oseille, et sachant que j'aime bien un peu les jeux vidéo, je me suis dit, putain, mais pourquoi je prends pas des étudiants, je les fous en contrat, tu vois, d'étudiants, comme chez Ikea, à 15h, 20h, on s'en fout. Je leur achète une machine, je leur fous chez eux, je les fous sous contrat, et ils streament le soir, tu vois, de 17h à 23h, tu vois, ou 22h, on s'en fout. Pas cher, main-d'œuvre pas chère, les mecs sont contents, c'est des passionnés, forcément, ils vont le faire. Ils construisent leur audience qu'ils construisent, elle t'appartient, parce qu'ils sont sous contrat. Même si T'es en train de décrire ce qu'a fait Julien Thierry avec Eclipsia, là, Rurk, je sais pas si tu dois connaître, qui est un mec qui a fait énormément de dating, qui en fait énormément toujours d'ailleurs, qui est Julien derrière comment une des plus grosses plateformes. Julien Thierry. Et lui, il a monté Eclipsia en 2014, 2015 peut-être, je sais plus exactement, mais ça a été c'était le premier à faire ce concept de la web TV. C'est exactement ce que tu es en train de décrire. Et ce qui était d'ailleurs un peu malsain pour les gens qui Cyril, c'est lui qui avait Reflex Cash. Ah, d'accord. Julien, mais il s'appelle pas Julien, le cas Reflex. Alors, c'est un des associés des mecs qui ont Reflex Cash. Enfin, je sais pas à quel stade il a dans le fonds d'investissement de Dragon, je sais pas quoi là. Enfin, Reflex, ça sort de ça quoi. Mais Julien Thierry, ça me parle. Je l'ai sur Skype, mais je vois. Tu regarderas. Il a créé du contenu sur YouTube. Et puis il y a une interview assez intéressante si t'es intéressé par ces sujets-là. De Skyheart. Je sais pas si ça te parle. Skyheart, c'est un joueur. Justement, c'est un joueur assez connu aujourd'hui sur la scène du stream game, un joueur ex-e-sport sur League of Legends. Et il y a une interview très intéressante de Skyheart où il rentre un petit peu plus dans ce qu'était Eclipsia à l'époque et où il explique justement que Julien Thierry, quand il a fondé Eclipsia, l'a fait intervenir assez rapidement parce qu'il a identifié en lui le côté un peu entrepreneur aussi, le mec qui percutait vite, etc. Et il l'a très vite formé et au media buy et au SEO. Et très vite, ils se sont positionnés, tu vois, exactement comme tu viens de le dire, et sur le site avec un espèce de média qui s'appelait eclipsia.com ou .fr, je sais plus, et avec une chaîne YouTube, Skyheart et Jiraya, où ils sont devenus tentaculaires et en très peu de temps, ils ont, grâce aux stratégies de Julien Thierry à l'époque, réussi à être omniprésents sur YouTube. Et tout ce trafic-là partait sur la web TV avec des gens qui streamaient en boucle, etc. Et voilà, donc il y a eu tout ce truc-là, ça a existé, ça a été racheté derrière par
par Webedia, je crois, si je dis pas de bêtises. Et puis derrière, il y a eu le stream qui est arrivé. Donc là, en effet, avec Squeezie, Cyprien, qui derrière ont revendu aussi pour un beau ticket. Mais c'est le premier à avoir vraiment mis en place ce modèle en francophonie, c'est Julien Thierry. Et ce qui est marrant, c'est que c'est un mec qui vient de notre monde, en fait. Ouais. À d'autres niveaux peut-être, mais Moi, ça m'étonne pas. C'est logique. L'inverse est plus compliqué. Tu vois, et encore, l'inverse, ça va être des Squeezie ou des Cyprien, entre guillemets. Mais alors, je connais pas l'histoire. Par contre, j'irai regarder après. Et tu disais, alors c'est intéressant parce que du coup, ça veut dire que tu as suivi l'histoire, parce que tu as l'air quand même plutôt bien renseigné. là-dessus, je suis une bible. Donc c'est quoi sur ces sujets-là. C'est quoi qui a merdé? C'est quoi? Parce que tu as parlé de toxicité à un moment donné. C'est quoi le piège alors? Le piège, c'est que je pense qu'il y a différents niveaux. Je pense que si tu prends le point de vue de Julien Thierry, c'est que tu as des mecs qui vont construire des audiences grâce à ta web TV, entre guillemets, mais grâce au travail qu'ils produisent eux, et qu'en fait, ces audiences-là, tu peux pas enfermer les mecs sous contrat de manière éternelle. Et quand tu as des acteurs phares d'une web TV, je pense notamment à Zerator, je crois, qui part d'Eclipsia, par exemple, donc aujourd'hui un très gros streamer. Aujourd'hui, il y a pareil, Jiraya, Skyheart, donc qui viennent de là-bas aussi. Domingo aussi, qui est un énorme acteur de la scène. Enfin, en fait, il y a énormément de très, très gros streamers qui ont des très, très grosses boîtes aujourd'hui et des très gros business qui sortent directement d'Eclipsia. Et en fait, la réalité, c'est que c'est des incubateurs à talent. Et que si jamais tu es dans une phase où tu incubes quelqu'un qui génère de l'audience, c'est super pour toi et les choses se passent bien. Mais dès que ça commence à se barrer, parce que les mecs se rendent compte que en fait en solo ils seront bien mieux payés, ils pourront faire ce qu'ils veulent, ils auront de la liberté, etc. Ça peut pas être viable sur le long terme. Et là où ça peut potentiellement être viable, c'est avec des projets, on a vu derrière des projets émerger justement d'Eclipsia, des projets comme Solari, donc qui est un projet pour le coup qui a été fait par des ex-Eclipsia. Et là, il y a eu un espèce de partage de parts, tu vois, où les mecs vraiment ont monté un truc en commun, une web TV en commun, mais où il y a beaucoup d'actionnaires. Et si tu veux, tu as pas mal de grosses têtes du streaming, etc., qui sont associées sur un projet en même temps. Mais même tu vois, et donc là, tu as le côté où il y a des parts distribuées, donc c'est un peu différent parce que chacun est dans le même bateau et avance dans la même direction de manière un peu plus juste. Mais même dans ce cas précis, il y a eu des départs, il y a eu des mecs qui ont pété plus que les autres, qui se sont dit pourquoi je reste du coup, et c'est toujours le même problème. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, c'est difficilement viable sur le long terme, quoi. Mais il y a sans doute plein d'autres raisons qui ont fait que c'était pas. Pour moi, alors là j'ai deux sujets là-dessus. Pour moi, c'est très semblable à des commerciaux qui ont un portefeuille client et qui se barrent avec ou autre. Et en ce moment, il y a un truc qui a émergé. J'ai raconté ça je sais plus si c'est chez Romain Pirotte ou je m'en rappelle plus chez qui. Où j'ai expliqué que tu avais des gens maintenant qui développaient le personal brand, des DAF, des DRH, etc. sur LinkedIn. Et parce que justement, ça les enfermait auprès de la boîte. En mode, ils pouvaient pas. S'ils se barraient, ils étaient obligés de dire du bien de la boîte. Tu vois, parce que c'est grâce à eux qu'ils ont construit l'audience. Il y a ce genre, il y a un label, quoi. C'est un peu comme un label. Bon, je rentre pas dans le détail parce que sinon j'en ai pour une heure. Mais ce que tu dis là, c'est toujours le schéma classique, quoi. C'est comme quand tu fais du coaching et que est-ce que tu prends des parts du mec. Finalement, à un moment donné, le mec va se dire ouais, mais au bout d'un moment, tu vois, c'est moi qui fais tout, machin. En fait, c'est toujours le problème global, ça. C'est toujours la peur du mec. Enfin, la peur. Sur le mec qui va péter plus haut que son cul ou qui comprend pas l'impact que tu peux avoir, qu'il soit minime ou énorme, ça dépend. Tu sais que c'est jamais qu'une question de temps, c'est jamais qu'une question de contenu. Des fois, tu perces parce que tu as un coup de bol sur un algorithme. Là, c'est pas. Voilà. Mais évidemment, c'est humain de se dire ouais, mais moi, je mérite mieux, c'est moi qui tire tout le monde vers le haut, va te faire foutre. Enfin, ça, c'est très débile d'ailleurs de penser comme ça, mais c'est assez humain. Donc pour toi, ça, c'est le frein principal d'un business là-dessus, en tout cas de médias sur des créateurs de contenu. Médias, créateurs de contenu. Ouais. Pour moi, la solution à ça, si on veut aller un peu plus loin, c'est maintenant avec l'arrivée de l'IA, c'est de planquer ces créateurs derrière des avatars. Et d'empêcher d'avoir leur visage qui ressort et de pouvoir, en fait, et même la voix, si tu veux. Et de pouvoir, si jamais le mec, pour une raison X ou Y, finit par se barrer, c'est la branding de ton avatar IA qui a été renforcé et pas le branding d'un mec individuel. Et tu peux de cette manière-là, pour moi c'est le seul moyen viable. Tu mets un autre stagiaire dessus et c'est reparti, un stagiaire ou un streamer, tu vois, qui est bien rémunéré. Mais en fait, la réalité, c'est que s'il se barre demain, il ne peut pas repartir avec son audience. Et l'audience appartient à ta boîte puisque l'avatar, lui, appartient à ta boîte. Pour moi, c'est le seul truc viable. Derrière, ça peut très difficilement l'être.
Je vois l'idée. Moi, ce qui me va pas trop là-dedans, c'est que c'est, entre guillemets, c'est pas pour tout de suite, dans le sens où les mecs, la façon dont tu vas animer ton live, tu peux te planquer ou pas derrière un avatar, un truc, ça peut être la même chose. Donc en fait, déjà, le mec, tu sais, c'est un peu comme les copies d'une personne. Enfin, Ouais. Mais tu vas pas c'est avoir. déjà ultra populaire. Hein. C'est là, typiquement, je crois que c'est l'an dernier, le top streamer monde, c'est un avataria un peu. Ça a un nom, je sais plus comment ça s'appelle. Mais c'est Ah, déjà extrêmement populaire et ça fonctionne. l'espèce de renard, là, j'avais vu un truc, un renard, là, c'est pas ça? Ouais, Enfin, c'est un truc. Bah, ouais, enfin bon, c'est dans le même genre, quoi. ouais, le même C'est le genre. même genre. Ouais, mais il faut avoir le bagou, il faut s'identifier, quoi. Mm. Je sais Mais pas, ça, ouais, pour le coup, ça s'apprend, tu vois. Et en ouais, tu plus, penses? le plus quand t'es caché, je pense que tu peux embaucher et mettre en place un process de recrutement qui permet à des Hmm. potentiels, à des gens Hmm. tu vois, de se trouver et d'animer derrière ce type d'avatar. Et tu leur expliques comment faire, comment réagir à tel truc, et vraiment mettre en place des process. Et pour moi, une espèce de web TV avec que des avatars, ça peut éventuellement à terme être une option parce que tu es sûr que le talent va pas se barrer avec l'avatar et que tu peux remplacer tu peux faire des remplacements, quoi. T'as My Major Company, c'est vieux, peut-être les plus jeunes connaîtront pas. Mm. My Major Company qui produisait des stars musicales, enfin futures stars musicales, c'était le même problème. Ils géraient ça avec des contrats de confidentialité, de production, etc. Moi, c'est là où j'ai du mal à. Parce que c'est quand même du personal branding, la musique, tu vois. C'est une nana qui chante, un mec qui chante. Mm. Je pense à Irma, par exemple, à l'époque, mais pas que. Ils sont quand même sous contrat pendant X années. Il y a quand même une notion. Par contre, je suis d'accord avec toi, le jour où ils se barrent, voilà. Donc, qu'est-ce que tu mets dedans? Il faut que tu aies une promotion. Je sais que My Major, au bout, je crois qu'il avait un contrat de 5 ans. Et après 5 ans, il est payé, je sais plus, genre 3 ou 5 000 balles par mois. Et à partir de 5 ans, ils étaient libres du contrat ou de renouveler, etc. Et très souvent, tu as des artistes qui disparaissaient après parce que bah, ils savaient pas gérer leur propre promotion et c'était un peu le piège du truc, quoi. Là, dans ce cas-là, que tu décris vis-à-vis du gaming ou ce genre de choses, enfin du web, de la web TV, c'est comment est-ce que tu fais parce que tu as quand même l'audience. Là, la promotion, c'est ton audience. Donc finalement, tu l'as, quoi. Tu vois. Comment tu Mm. délivres, tu vois, comment tu délivres des disques, c'est un peu plus compliqué. Comment tu délivres ton contenu, bah, tu branches Twitch, quoi. Donc, est-ce que du coup, ça veut dire que, où je veux en venir, est-ce que c'est la délivrabilité produit qui fait la valeur finalement d'accaparer un talent? Est-ce que c'est l'aspect commercial d'un créateur de contenu, la façon dont tu vends tes produits, la façon dont tu animes, la façon dont tu vois? Et moi, je pense pas que ce soit lié à une niche spécifique. Tu vois, tu parlais tout à l'heure de The Division, etc. Je pense pour commencer, il faut faire ça comme d'hab, il faut se nicher, machin, blabla, on connaît le truc. Mais à un moment donné, ta personnalité va toujours être au-dessus, en fait, à un moment donné, peu importe le jeu. Si t'es un mec ultra théâtral, machin, qui fait des dingueries, il y aura toujours, tu sais, un peu le show-off sur TikTok maintenant, les fake trucs à la con, là. Bah, voilà, est-ce que finalement, ce que tu décris avec l'IA, ok, je vois l'idée, mais est-ce que finalement, il n'y a pas une autre solution, tu vois? Est-ce qu'il n'y a pas un média à créer? Comment est-ce qu'aujourd'hui tu lis le monde du business entrepreneurial? Je vais mieux poser ma question. Comment est-ce que tu lis aujourd'hui le business du monde entrepreneurial et le jeu vidéo? Parce que pour moi, c'est un marché qui est inexploité et on a vu l'engouement et l'attrait pour le play to earn dans le Web3. Qui pour moi a été quand même, il y a quand même beaucoup de sommes. Alors c'est sûr que ça vaut pas le Bitcoin, mais ça a quand même été, ça a quand même un peu déversé le play to earn, enfin pay to earn aussi. C'était quand même pas mal. Et comment est-ce qu'aujourd'hui on lit les deux? Parce que toi qui as eu une communauté jeux vidéo, moi je vois beaucoup de toxicité au niveau du capitalisme vis-à-vis de l'audience de jeux vidéo. Donc comment est-ce qu'on lit ces deux mondes-là? Parce que je suis convaincu que c'est une forme d'avenir du web. Pourquoi? Et j'ai fait très simple. Parce qu'on a plus ou moins le même âge et que on a grandi avec des jeux, on est des geeks dans l'âme tous. Les entrepreneurs sont des geeks, sont des gros geeks. Et, et aujourd'hui, c'est mal perçu d'un point de vue audience, ce jeu vidéo, le capitalisme, alors que dans des gens comme nous, on a été de prémices du web, à peu de choses près, et aujourd'hui, on a la capacité de véhiculer ou de créer quelque chose d'assez énorme pour lier les deux, et je trouve qu'il n'y a rien sur le marché, typiquement. Parce Qu'est-ce que tu en penses? qu'aujourd'hui, bah, je pense que Franck sera très bien placé pour répondre à cette question aussi, mais aujourd'hui, on est. En fait, moi, ayant pendant un moment, au travers d'Axi Froggies, donc le podcast qu'on a eu avec Franck, Johan et Nathan,
on a beaucoup parlé de ça, et en fait, très vite, moi, j'ai un peu perdu foi, pour le coup, c'est un peu dur, mais en l'humanité de manière générale, et je pense qu'aujourd'hui, chercher à éduquer les gens sur ces problématiques Web3 gaming, par exemple, et à leur dire, mais si, je vous promets, le NFT, et parce que je suis complètement d'accord avec toi, s'il y a quelque chose d'énorme qui arrive, quoi qu'il arrive là-dessus, mais les gens sont absolument pas prêts à l'entendre, au même titre que quand Internet est arrivé, les gens n'étaient pas prêts à entendre que ça allait révolutionner le monde. Là, c'est exactement la même chose dans le cadre du jeu vidéo avec, c'est évident qu'un jour des NFT seront au cœur de nos jeux vidéo, et c'est une super bonne nouvelle. Mais la réalité, c'est que pour que ça soit le cas, à mon sens, la seule manière viable que ça le fasse, c'est que l'éditeur qui demain va incorporer des NFT au sein de son jeu vidéo, à aucun moment il faut qu'il y ait le nom NFT qui sorte. Il faut que ça soit complètement invisible, et qu'en fait, le commun des gamers qui est anticapitaliste, oh là là, c'est horrible, il cherche à faire de l'argent, ce genre de mec-là, il faut pas qu'il soit capable de voir ce qui se passe dans le jeu, et qu'en fait, le NFT soit incorporé de manière complètement naturelle, sans qu'il y ait marqué NFT nulle part, sans qu'il y ait marqué blockchain, et on est, je pense, assez loin de ce truc-là, parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est encore, il y a une friction énorme entre le marché du blockchain gaming et le jeu vidéo, et que c'est compliqué, tu vois, tu dois avoir ton MetaMask, ton Ronin, ton machin, pour aller acheter tes tokens, enfin, c'est encore compliqué, mais quand tout ça sera facilité et incorporé de manière naturelle, et que les gens ne verront même pas que ce qu'il y a derrière, c'est de la blockchain, je pense que ça peut le faire. Je sais pas ce qu'en pense Franck. Mais... Oh, bah, même point de vue en fait. Le problème, c'est que les gens sont contre un truc sans même le comprendre. On l'a trop vu. Moi, maintenant, il y a des fois où je troll justement notre pote Johan. Il met des messages et je troll un peu en dessous en mode justement anti-NFT, et je dis des trucs où les gens rentrent direct dedans parce que je dis une banalité qui trigger tout le monde. Mais tu vois, t'as plein de gens par exemple qui achètent des skins sur Warzone. Tu vois, ils sortent leur CB, ils achètent un skin. Tu leur dis, ce skin, imaginons que tu pourrais le faire sous forme de NFT, la même chose. Il y a une marketplace sur laquelle tu pourrais le revendre parce que tu en as marre de ton skin et que du coup, ton argent, imaginons, tu as mis 30 euros. Prenons que des chiffres random, tu peux le revendre un autre 30 euros, donc break-even, pour racheter un nouveau skin qui te fait plaisir à ce moment-là. Et ben les gens, tu leur expliques ça et disent oui, mais bon, ça va faire de la spéculation, c'est du capitalisme. Qu'est-ce que tu veux faire contre quelqu'un qui dit ça? C'est pas faux, mais c'est complètement con de raisonner comme ça, parce que en plus de ça, et par exemple, un Warzone aurait un intérêt à faire ça, parce que on pourrait dire qu'ils prennent un petit pourcentage de com dessus, sur la revente du NFT. Donc tout le monde serait gagnant. Et moi, imaginons que j'ai joué à Warzone pendant un moment et j'en ai marre de jouer à ce jeu et je me remets à jouer à PUBG. Et en fait, l'argent que j'ai mis sur Warzone, bah, du coup, il est perdu. Alors que si je pouvais revendre mes skins pour passer sur un autre jeu, reprendre mon argent, racheter des skins parce que ça me fait plaisir à cet endroit-là, bah, tu as juste un transfert qui se fait au lieu de juste perdre de l'argent. Et ben ça, tu l'expliques de façon mieux. Nous, on a fait des tonnes de vidéos pour expliquer ça. Et les gens, à la fin, ils disent non, mais c'est pas bien. Tu leur expliques, tu leur demandes pourquoi, et ils savent pas te répondre, en fait. Ils savent pas. Tu leur as expliqué pourquoi c'était bien, mais c'est juste que, tu vois, c'est au même titre que t'entends des trucs parfois, Bitcoin, c'est de la merde. Ok, pourquoi bah, parce que ça pollue. Ouais, mais en fait, des trucs qui polluent, il y en a des tonnes. Et en plus de ça, c'est plus vrai, tu vois. Ça, c'était peut-être vrai au tout début. Aujourd'hui, la plupart des... Enfin, il y a beaucoup de minage de Bitcoin qui est sur des trucs renouvelables et tout. En fait, les gens sont en boucle sur des infos qui sont plus à jour et qu'on leur distille petit à petit. Donc voilà. Donc, avec Arthur, on avait un peu perdu foi, c'est vrai. À la fin, tu te dis, tu peux pas sauver la veuve et l'orphelin. Les gens, ils veulent pas... comprendre ça, bah, c'est pas grave en fait. Peut-être qu'ils le comprendront dans 20 ans. Peut-être que ça sera trop tard pour eux. Ils auront pas pu capitaliser ou profiter entre guillemets de cette information. Bah, c'est pas grave en fait. C'est le jeu, tu vois. Il faut des gagnants, des perdants. Et peut-être que c'est nous qui nous plantons totalement. Peut-être que demain le Bitcoin il tombe à zéro. Je le sais pas, tu vois. Ça reste quelque chose. Honnêtement, si ça arrive, je serai choc bar comme on dit. Mais et voilà, c'est le jeu, tu vois. Chacun fait ses petits gambles, ses petites prises de risque. Il y a des gens qui aiment bien mettre des sous sur des assurances vie. Moi, je le ferai jamais de ma vie, tu vois. Non. Chacun son truc. Mais,
Non, mais par contre, alors je suis d'accord avec ce que tu as dit, excepté, j'ai quand même toujours un exemple probablement classique, parce que c'est le premier truc qui vient à l'esprit, c'est tout ce qui est FIFA Ultimate Team, où c'est exactement la même chose. Ouais. Tu achètes des NFT, tu vends des NFT, Mhm. l'argent te permet de racheter des cartes, c'est un écosystème, sauf que eux ils l'ont pas brandé, parce qu'en gros tu changes Ultimate Team par NFT, c'est la même chose, quoi. Ah, c'est pareil. T'as- Ouais. c'est pareil. Donc les gens sont quand même éduqués, et d'ailleurs je crois que c'est le truc le plus rentable qui existe, hein, Ouais, mais c'est pas sur ces marqué jeux. NFT, tu vois, comme le disait Arthur. Ouais. Oui, mais ça c'est une question de branding. Ça, c'est du marketing. En soi, c'est la même chose. En Bien fait, c'est sûr, genre que tu ouais, parles de ouais, bien blockchain, sûr. crypto, token. C'est les mots-clés qui trigger. Euh, Ouais, ouais. c'est ce que disait, je sais plus si c'est Arthur ou toi, Franck, qui le dire, mais il faut remplacer le mot NFT. Quand bien même, moi, je vois les jeux qui sortent. Là, j'ai acheté Dragon's Dogma il y a pas longtemps, le 2. Les mecs se sont excités pour des microtransactions chez Capcom, l'éditeur, alors que les microtransactions, c'est juste fait pour fluidifier. Si t'as pas envie de te casser les couilles. C'est pas un pay to win, c'est pas, tu payes pas pour gagner, t'es pas, tu vois, il y a aucun impact multijoueur et tout. T'achètes si t'as envie, si t'en as marre de faire des allers-retours, quoi. En gros, t'es pas obligé de l'acheter, tu Ouais. peux faire le jeu sans, quoi. J'ai vu la vague de haine sur un truc comme ça, et je suis sûr que les mêmes mecs qui déversent leur haine là-dessus, c'est ceux qui achètent les packs sur Ultimate Team, tu vois. J'en suis quasiment sûr. Tu sais pourquoi j'en suis sûr? Parce que ça marche pareil dans le business en ligne. En fait, c'est les mêmes triggers. Ça, c'est les mecs qui disent ah, j'en ai Hmm. marre, tes formations, t'es un escroc, et puis ils continuent à acheter d'autres formations. Tu vois, ça, c'est toujours ce trigger-là. Et tu as raison, est-ce qu'il faut quelqu'un qui éduque? Moi, je pense qu'il y a un gros marché sur cette éducation-là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui va y arriver à un moment donné. Et j'y crois. J'ai Oh pas... ouais, mais alors, la volonté de faire qu'il faut, franchement, bon courage à celui qui le fait. Hein. Mais, tu sais, il y a Tougan qui est arrivé sur le copywriting il y a 4 ans. Moi, ce que tu viens de dire là, c'est la phrase quasiment pour mot que j'ai dit à l'époque. Eh ben, bon courage, mec. Éduquer les mecs pour leur expliquer que gna 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 gna, ben, il a réussi, quoi. Et moi, je me suis toujours considéré comme un rôle de tremplin plutôt Non, mais qu'éducateur. Parce Tugan, que, il se fait insulter ah jour et oui, nuit en ah oui, permanence. oui, Il a réussi à... Ouais, mais regarde, il a réussi à éduquer une ouais, partie de gens. Mais oui, bon, la réalité, c'est qu'il y a plein de gens également qui le haïssent ah oui. profondément sans trop savoir pourquoi. En fait, je pense que ce truc, au même titre que, par exemple, tu voudrais éduquer les gens au Web3, au crypto, à Mm. qu'importe, on s'en fout. Tu faut accepter, par contre, que tu vas te faire défoncer en boucle. Et Ah en oui. fait, je pense qu'elle est là la force, tu vois, d'un Mm. Tugan, typiquement. C'est que lui, ça doit passer comme ça au-dessus de lui, quoi. Il s'en bat les couilles. Et c'est fort. Et c'est cool. Mais putain, faut une très grosse volonté. Ou alors, faut te dire, les gens sont tous des débiles. Bah, du coup, si j'arrive à en éduquer juste quelques-uns dans le tas, bah, c'est une bonne chose. Et il prend ce côté positif, peut-être, tu vois. Il y a un côté secte qui est nécessaire dans l'éducation. Il faut qu'il y ait des Ouais, gens aussi, ouais. qui évangélisent la bonne parole. Faut des gourous. Véritablement, quand tu veux lancer dans des marchés, il faut des gourous. Crypto, il faut des gourous. Blockchain gaming, il Hmm. faut des gourous. Voilà, ce qu'on appelle aujourd'hui ambassadeurs, entre guillemets. Mais il faut des mecs qui sachent faire ça. À partir de là, tu peux véhiculer la bonne parole, hein. Quand tu as besoin de prendre des marchés, en général, c'est ce que tu fais, hein. Après, il faut trouver le bon angle. Ça, c'est un autre sujet. C'est très compliqué. Mais ouais, Et en plus moi, de ça, les gourous sont pas toujours les meilleurs. Tu vois, c'est ça qui est ouf. C'est des gens qui seront capables, par exemple, d'avoir une portée de parole qui est très haute, on va dire. Mais ça va pas être les meilleurs ni techniquement. Peut-être que maintenant, il va peut-être leur manquer un peu des infos. C'est juste que ils vont savoir titiller les gens pour. Tu vois, par exemple, je vais prendre le domaine des cryptos. Tu as des hashers qui est très connu, qui est très bon hein, dans son truc. Par exemple, en Bitcoin maximaliste, en pur Bitcoin maximaliste, tu as euh, John Bitcoin ou Bitcoin je... Join, je sais plus comment il s'appelle sur. Je Lui, c'est vois. un pur maximaliste. Il trigger les gens beaucoup et on entend beaucoup parler de lui. Et à côté de Mm. ça, t'as, même s'il est connu, mais moins connu, tu as un Alexandre Stachenko qui écrit des bouquins, qui passe par-ci par-là pour évangéliser la bonne parole. Lui, c'est un puits de connaissances sur le Bitcoin. Je pense que tu peux débattre avec lui et il connaît absolument tout sur tout, mais il est moins connu, je pense, qu'un John Bitcoin. Tu vois, qui lui est très. Limite, Mm. il essaye de faire des vidéos pour trigger en mode pourquoi vous ne devriez pas acheter du Bitcoin. Mm. Et il dit bah, parce que Entertainment. ça donne de la liberté aux gens, donc surtout n'en achetez pas, tu vois. Il fait que des trucs pour Mm. essayer de trigger les gens. Et au final, Mm. il grossit plus vite, je pense. Ouais, ouais. Ouais, ouais.
Non. Moi, ce que je voulais rajouter, c'est, je pense pour le coup que sur la partie, tu vois, si on revient sur cette partie blockchain gaming, je pense qu'on a une chance de faire intégrer un peu le truc plus rapidement le jour où un gros influenceur présent sur la partie gaming mainstream, je prends l'exemple de Gotaga, Zerator, va commencer à prôner les bienfaits de ce type de technologie. Et la réalité, c'est que c'est très compliqué, même si dans le privé, certains d'entre eux, je pense, sont absolument pas contre le NFT au sein du jeu vidéo. La réalité, c'est que c'est tellement mal vu et ça peut tellement les griller auprès d'une partie de leur audience. Quand on voit qu'un Ubisoft aujourd'hui fait machine arrière sur une décision d'intégrer des skins NFT au sein de ses jeux, Ubisoft qui est une énorme boîte de jeux vidéo, comment veux-tu, et tout ça parce que ils se sont pris des vagues de merde dans la gueule suite à leur annonce, tu vois, à blanc, sans raison, bam, bam, bam. Donc c'est ouais. Je suis convaincu de deux choses. La première, ce que tu dis, à un moment donné, il y a un mec qui va porter ses couilles. Ce sera pas un studio, ce sera un indépendant. Ce sera un mec comme toi, comme moi, tu vois, qui va porter ses couilles, va dans le gaming, qui va aller contre vent et marée. Ça peut être je sais pas, Inoxtag, je sais pas s'il continue à faire du gaming, mais ça peut être des mecs comme ça, Domingo ou autre. Aujourd'hui, ils n'ont pas les couilles parce qu'ils sont sous partenariat. Ils sont sous partenariat avec des boîtes, avec des franchises, des achats, des trucs. Mais ces mecs-là, ils vont grandir. Et à un moment donné, ils vont vouloir retrouver une forme de liberté, ils vont vouloir se stabiliser, ils vont vouloir faire un truc et avoir du sens. Parce qu'aujourd'hui, on assiste quand même à une croissance et un sujet où les mecs progressent, ils gagnent de la thune, c'est la folie, mais à un moment donné, il y a un plateau. Et ce plateau-là, on en avait parlé dans notre dernier podcast, il y a un moment donné, ce plateau, quand tu l'atteins, tu as une quête de sens. Quand tous ces mecs vont faire des quêtes de sens, tu vois Inoxtag, déjà, il monte l'Himalaya. Je ne vais pas dire que c'est une quête de sens, c'est un challenge. Mais la dopamine qu'il va avoir quand ça va être terminé, la redescente de dopamine, les machins, les trucs et tout, il va se lancer dans des nouveaux projets. Mais pendant ce temps-là, il y a d'autres gens, les Domingo, les Gotaga, les machins, tu vois, Squeezie, gros respect pour lui, tu vois, le GP Explorer, machin, etc. Franchement, voilà, rien à dire. Mais à un moment donné, ces mecs, ils vont avoir une quête de sens. Et aujourd'hui, tout ça, on l'a pas. Parce que c'est trop récent, tout ça. Et je suis convaincu qu'il y en a un qui va porter ses couilles, j'en suis sûr. Je sais pas comment, qui, pourquoi. Et il y en a un qui va aller contre les studios, contre les machins, qui va se démarquer, parce que aujourd'hui, ils se ressemblent tous. Hein. Tu vas sur tous les trucs, les influx jeux vidéo, et c'est la bien-pensance, la bienséance, attention à mon AdSense YouTube, faut pas que je dise machin. Tous. Je sais qu'ils étaient plus ou moins dissidents, joueurs du grenier, Antoine Daniel, tout ça, ils étaient légèrement un peu dissidents, un peu rebelles, tu vois, un peu dans notre état d'esprit, un peu de choses près. Ils se sont fait un peu désosser gentiment, et encore que ça va, tu vois. C'est compliqué aujourd'hui de percer comme ça. Mais là où je pense, donc ça c'est ma première théorie, donc les mecs ils vont grandir. Là où je pense que ça va se rejoindre, c'est quoi? Je vois 3 trucs arriver. Blockchain, IA, jeux vidéo. L'IA, Nvidia, tout ce qui est à pumper, processeur, carte graphique, etc. Tout ça, c'est nécessaire tant pour l'IA que pour la blockchain, que pour le gaming. Et forcément, c'est la pierre angulaire. C'est-à-dire forcément, à un moment donné, les trois vont se recroiser. Quand, comment, pourquoi, aucune idée. Mais déjà, tu as juste à regarder les courbes pour voir que si. L'IA, ChatGPT, machin, les cartes graphiques, le Bitcoin. Tu vois, si tu mélanges un peu tous ces sujets, ils sont quand même dans la même boule, tu vois, dans la même sphère. Et sauf qu'aujourd'hui, ils ne sont pas recroisés. Alors, pour moi, je pense que le futur, il n'est pas forcément dans l'IA, il n'est pas forcément dans le machin. Il va être dans ce croisement-là. Il y a un mec, une plateforme, une marketplace, je ne sais pas, un outil, un SaaS, un machin, je ne sais pas, qui va arriver et qui va réussir à faire le pont de tout ça. Et en effet, il faudra le bon timing, ce que tu disais tout à l'heure. Aujourd'hui, pour la blockchain, tu passes par MetaMask, machin. Pour l'IA, laisse tomber, quoi. Tu fais des prompts, c'est compliqué, c'est machin et tout. Le jeu vidéo, tu en as dans tous les sens, tu en as des machins et tout. Mais à un moment donné, il va y avoir une ligne comme ça, il va y avoir les planètes qui vont s'aligner. Et là, je suis convaincu que là, va y avoir un game changer. Et je sais pas si ce sera les NFT. Les studios aujourd'hui, ils portent pas leurs couilles parce que je sais pas pourquoi, parce que les actionnaires en fait. Enfin, actionnaires tout simplement. Les actionnaires, ils veulent pas perdre du fric. Ouais, puis les gens seraient capables de pas acheter un jeu juste parce qu'il y a le terme NFT dedans, même si ça apporte rien, tu vois. Franchement, ça, sincèrement, ça c'est ce que disent les médias. Moi, quand même, je suis toujours estomaqué des mecs qui boycottent. Oui, qui achètent. C'est quand même des trucs qui sont super bien vendus, quoi. Tu vois, Ouais. je reste toujours un peu dubitatif sur les mecs, ils achètent pas. On achète tous, tu vois. Je parlais tout à l'heure des microtransactions. Tout le monde râlait. Ça représentait chez Capcom, donc l'éditeur de jeux vidéo, ça représente, je sais plus combien de milliards de bénéfices. Si je dis pas de conneries. Ça représente 70% de leur business, ou je sais plus, ou 30% ou 70%, c'est l'un ou l'autre. Je crois que c'est 70% de leur business, les microtransactions. Donc ça veut bien dire que moi je l'ai fait simple, t'as 70% des joueurs qui achètent, quoi. Ouais. Là, oui, t'as les après, 20-80. Ouais, c'est ça. Et t'as ceux qui braillent, qui sont ceux que. C'est une minorité, mais au final, t'entends que.
C'est pour ça. Comme Et moi, d'hab. je suis convaincu que dans le gaming, je vois pas quand t'es tryharder, que tu farmes. Je vois pas comment tu ne comprends pas le monde économique, entrepreneurial. Moi, j'ai dit, tous les mecs qui font de l'entrepreneuriat aujourd'hui, regarde, tu me parlais tout à l'heure, Franck, de Julien Thierry. Euh, Ouais, c'est Arthur qui t'en parlait, mais c'est ouais. tellement lié tout ça que moi, j'ai du mal à. Franchement, dans ma tête, ça matche pas. Ouais, les mecs, ils sont communistes, les joueurs de jeux vidéo. Mais depuis quand? Non, c'est la bien-pensance. Franchement, Ouais. une Ouais. bonne partie sont communistes. Hein. Ouais, Et tu tu fais, parlais ouais, d'Antoine ouais. Daniel et compagnie, à mon avis, ils sont plein Ouais. dedans. Ouais, c'est Et vrai. tu vois, c'est le. Enfin, c'est aussi une réalité, quoi. Il y a beaucoup de ça. Mais après, je te rejoins. Hein. Les choses vont forcément finir par être. De toute façon, c'est tellement logique. La réalité, c'est que c'est tellement logique et tout le monde est gagnant avec l'implémentation de la blockchain, ne serait-ce que dans le jeu vidéo. Il n'y a pas de perdant. Le joueur n'est pas perdant. Il est giga gagnant. Je suis persuadé que demain. Alors le problème, c'est que là, nous, on est un peu des dégénérés, hein, tout ce temps qu'on est là. Mais je suis persuadé que demain, on pourra choisir. Et là, c'est encore un autre extrême. Mais si on a envie de vivre notre vie en passant notre temps à jouer à un jeu vidéo, ce qu'on a fait, moi, ce que j'ai fait dans le passé de manière un peu illégale, parce que mon premier business, moi, ça a été de vendre des pièces d'or dans un jeu vidéo. Le premier business de Franck, ça a été de booster des gens nuls à chier dans un jeu et de les emmener à des niveaux où ils avaient l'impression d'ailleurs d'être bons. L'un des premiers business d'Anto, ça a été de vendre des camas sur Dofus aussi, tu vois. Donc, en fait, la réalité, c'est que le jeu vidéo et le business, c'est ultra corrélé, on est en plein dedans, etc. Et je suis persuadé que demain, on va pouvoir, de manière illégale, que ça soit pour le jeu, pour l'éditeur, si quelqu'un a envie d'aller couper du bois demain et d'aller revendre de la ressource qui sera sous forme de NFT à un autre mec qui va la prendre pour faire des chaises, pour que tu puisses les mettre dans ta maison, je pense qu'on va, dans une espèce de seconde live, il va y avoir des jeux dans lesquels ça sera possible. Tout comme demain, on pourra mettre en place des récompenses dans l'e-sport, par exemple, qui seront corrélées de manière automatique et qui sera ultra bénéficiaire et pour l'éditeur du jeu. Tu vois, je te prends un Riot, mais également pour les joueurs, parce que on va dire aujourd'hui, par exemple, ce qu'ils font de plus en plus, c'est des skins custom liés aux structures. On voit la Carmine Corp qui a explosé en France ces derniers mois. La Carmine Corp, par exemple, si tu es sur Valorant, qui est un jeu e-sport type Counter-Strike, ils ont leur propre skin de flingue, machin, et ils sont commissionnés à chaque fois qu'il y a un achat sur skin de flingue. Ce qui pourrait être implémenté demain avec la blockchain, c'est on commissionne la Carmine Corp, et l'éditeur Riot Games va prendre son cut directement et automatiquement dès qu'il y a l'achat d'un skin, mais on va mettre en plus de ça dans une pool pour les récompenses e-sport qui seront distribuées et on peut faire des trucs de fou et de manière automatique sans que rien soit confié à un tiers. Je veux dire, c'est que du positif pour tout le monde. Il y a pas de négatif dans tout ça. Et le seul truc négatif, c'est justement pour tous les gens communistes, le capitalisme, c'est l'horreur, c'est pas bien. Le seul aspect négatif, il est là en réalité. Et donc le but, c'est de faire passer la pilule à tous ces gens-là sans que les choses leur soient mentionnées. Oui, ça passe, c'est une technologie blockchain et machin et truc, parce qu'il y a une allergie en fait globale qui fait que ça va être très compliqué à faire passer, quoi. Tu sais, aujourd'hui, les gens, aujourd'hui, ils disent les jeux vidéo sont très chers. Sur ce que tu dis, alors si tu pars sur la blockchain, ça risque d'être encore plus cher. Moi, j'ai quand même un argument à ça. Les prix des jeux vidéo, je trouve qu'ils n'ont pas bougé ces 20 dernières années. Ça vaut toujours 60-70 balles un jeu vidéo. Moi, je me rappelle, j'avais appelé. Mon père, il m'avait acheté à l'époque, sur 64, Pokémon Stadium. Je crois que c'était 500 balles. La 500. chance. J'avoue. Ah ouais, putain, j'étais content. Ça, c'était mon rêve, hein, c'est mon rêve d'enfance. Hein. Putain, à la Fnac et tout, je me rappelle encore, c'est pour te dire. Il avait acheté ça, c'était 450 ou 500 francs à l'époque, si j'ai pas de conneries. Et je sais pas, enfin aujourd'hui c'est le même prix, quoi, les jeux qui sortent. Et pourtant, regarde l'évolution technologique, les dingueries qu'on fait avec les jeux vidéo, et les gens râlent, alors que les prix ont pas bougé, tu sais, ils ont pas subi l'inflation, quoi. Moi, ça me dérange pas d'acheter un jeu 75 balles, je dis merci, quoi. Franchement, c'est pas grave. Et ils bougent pas les prix. 60, 70 balles, ça ne bouge pas. En plus, très souvent, tu as 5 ou 10 euros de remise, machin. Putain, les prix, ils ne bougent pas. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'avec la blockchain, t'imagines si on arrive en plus à pas faire bouger le prix des jeux. Parce que moi, là, ça me paraît compliqué. Hein. Si on fait pas bouger demain ça dépend l'évolution que ça prend, tu vois, mais voilà. Et ça, je trouve que, tu vois, sur tous les mecs qui râlent sur les microtransactions et tout, moi, je trouve que ça a été un super move, les microtransactions. Parce que je suis pas forcément pour, ça me casse les couilles, mais ça a été un super move, ils ont pas augmenté les putains de prix de jeux, quoi. Alors qu'ils emploient je sais pas combien de personnes, qu'ils sortent je sais pas combien de jeux, que ça demande je sais pas combien de techniques, que les ressources sont 2 fois plus chères qu'avant, etc., etc. Putain, et là, avec l'IA, il y a le coût de l'IA, et les prix vont toujours pas bouger. Et toi, je trouve que c'est un marché où, justement, est-ce que c'est pas le sujet? Pourquoi le prix n'a pas bougé des jeux vidéo? Est-ce que c'est pas parce que, justement, donc je me fais l'avocat du diable de moi-même,
Est-ce que c'est pas pour ça que la communauté est communiste, quoi? C'est que, tu vois, c'est quand même compliqué de vendre des jeux 90 balles aujourd'hui, quoi. Là, et je sais pas comment ça peut évoluer avec la blockchain. Bon, en tout cas, ok, on arrive sur la fin. Je sais que t'as un rendez-vous. On y va. Merci les gars. Merci pour les interventions. SEO, Avec plaisir. gaming, Web Avec 3. plaisir. J'avais pas connaissance du sujet du Web 3 un peu plus poussé. Pour le coup, ça aurait été très intéressant de développer ça. Je pense qu'on le redéveloppera plus tard, autre part. Mais sujet Web 3, gaming, etc., entre le Web 2. Expérience très intéressante aussi que tu as, Arthur, sur le côté gaming, le côté. C'est incroyable d'avoir été un peu influenceur streamer. Genre, streamer, non, d'avoir été streamer. Ouais, à petite échelle, mais ouais. Ouais, enfin, quand même, c'est bien. Enfin, c'est pas tout le monde qui peut y arriver. Comme tu dis, un partenaire en 2 mois et tout, c'est quand même pas mal. Bien joué. Comme quoi, peu Merci. importe le métier, quand on a capté un truc, on y arrive. Ça marche. C'est ça, c'est toujours. Non, mais il y en a beaucoup qui se posent la question, tu sais, quand tu changes un peu de branche, tu vois, comment tu fais pour y arriver, machin, mais en fait, il y a un truc enfin, pas instinctif, mais tu vois, positionnement, dans que je me positionne, ta réflexion, elle est très bonne sur ce que tu as fait. Enfin, bravo pour ça. Et merci les gars, en tout cas, de votre temps. Cool. J'espère que ça vous a plu. Et puis, Carrément. où est-ce qu'on peut vous retrouver? Moi sur Twitter, c'est tout. Ouais. Twitter, Wizard Plateforme. Podcast sur YouTube, sur toutes les plateformes Spotify, Apple Podcast, Wizard Podcast. Et on a un Discord également, communautaire, avec je sais plus combien, plus de 2000 membres, je crois, maintenant, où on parle de business en général. Les gens viennent poser leurs questions, que ce soit du SEO, du media buy, réseaux sociaux et tout ça. Le lien doit être en description de toutes nos vidéos YouTube, en tout cas. Donc, ok. Non, mais de toute façon, je mettrai le lien. Vous avez également la formation où vous avez des mecs qui commencent à générer des revenus, qui est sorti il n'y a pas longtemps. J'ai vu votre lancement. 6 mois de taf. J'ai une petite fierté pour vous de la sortir, je sais, bravo. Et, ouais, merci. Et on trouve quoi dans cette formation? Alors, SEO, c'est très large. En vrai, c'est un gros condensé de notre expérience d'éditeur de site, plus de tout ce qui va autour. Donc, tu vois, Arthur, par exemple, parle énormément de YouTube. Moi, j'ai un gros module sur TikTok. On parle d'énormément de réseaux sociaux qu'en gros, on a travaillé. Anto parle quand même pas mal de trucs un peu plus black hat, de petites techniques tu vois, qui peuvent être mis en place rapidement pour booster un petit peu nos projets, on va dire. Donc voilà, donc on va dire qu'il y a une grosse base éditeur de site, SEO, qui est ensuite, parce qu'aujourd'hui, le SEO, c'est comme on l'a dit en début de ce podcast, le SEO, c'est plus que du SEO. Aujourd'hui, le SEO, l'édition de site, c'est un tout qui doit être poussé. Et nous, c'est exactement ça, c'est la Wizard Academy. Beaucoup de mises à jour aussi. C'est ça. Là, on a un énorme module qui arrive, par exemple. Donc, en fait, c'est en construction permanence, quoi. Si on a des retours qui nous disent, les gars, ça peut être intéressant d'aborder ça. Ah oui, en effet, ça peut être chouette. Hop, on fait le module et ça évolue, quoi. Par exemple, sur notre Discord communautaire, il y en a, de Discord privé, donc de la formation. Il y en a qui nous ont dit qu'ils avaient besoin ils nous posaient des questions régulièrement sur Discord au niveau du choix de la niche. Bon, on leur a dit, posez toutes vos questions. On a fait une vidéo FAQ de 1 heure dedans et hop, au moins, c'est fait. Donc, nous, notre but, c'est d'avoir un truc qui est vachement évolutif. On prend les retours des personnes pour pouvoir continuer à construire, quoi. Faire un truc le plus complet possible. Top. En tout cas, si vous avez si vous voulez des mecs qui ont de l'expérience dans l'affiliation et notamment l'édition de site, et c'est quand même assez rare d'avoir des mecs sérieux. Même je préfère le dire, on se comprend, tous avec le petit sourire. Allez-y, je pense les yeux fermés et vous pouvez y aller. Voilà. Donc merci les gars, c'était un plaisir de vous avoir en podcast. Merci Cyril. Merci. Ciao, merci. Salut.